Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Incroyable en ce lundi 9 mai, tout est en train de se casser la gueule sur le plateau au moment même où nous lançons cette émission. Mais évidemment, ça va tenir bon. Je sais pas ce que ça fait, Suri, pour que tout se détruise. Il y a à peine 2 secondes encore, Lox était en train de réaliser sa plus belle story. Enfin, qu'on entend le générique d'introduction de cette émission dans sa story, c'est vraiment formidable. Je vous rappelle que Lunch Play c'est en direct, midi 30, 14h30 tous les jours sur le stream. On y revient sur l'actualité gaming, tech, un peu pop culture. De temps en temps, revue de presse, 2 chroniques et la totalité de l'actualité de la journée. Fort heureusement ici du week-end, revue décryptée et analysée par tous nos intervenants. Je suis en compagnie comme tous les jours évidemment de la très grande Lox. Comment ça va Lox? Ah bah ça fait plaisir, ça va, clac, 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 comme ça, aujourd'hui on est trop chaud. Il fait super chaud en vrai, mais je suis trop contente. Je vais vous dire en toute transparence la vérité, j'ai commandé un refresha Dragon Fruit là. Ouais. Dragon Fruit c'est le fruit de ma vie, donc là vous allez me voir, je vais être la plus heureuse du monde Le pendant toute fruit l'émission, vous êtes pas prêts. Le fruit du dragon. Ouais. Et, Je l'appelle aussi le fruit du démon parce que vraiment quand tu le manges il se passe quelque chose, tu vois, donc j'ai hâte qu'il arrive. C'est vrai, il y a écoute, très très bien. Bonjour évidemment à l'ensemble du chat, j'espère que vous avez passé un excellent week-end ici en compagnie de Lox et moi-même sur ce plateau. Aujourd'hui, Foster est avec nous, bonjour Foster. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien ouais, non, enfin je sais pas. Oui, alors ouais, franchement il faut qu'on en parle là, parce que c'était dur le retour. T'as été fou. Hein. Là tu viens de nous raconter ça juste avant qu'on commence l'émission. Il a voulu lutter contre les forces de la nature, cet homme. Peking, Bogart, nature a gagné. Même. On ne lutte pas contre les forces de la nature. Johan Verdier versus la nature, spoiler alerte. Spoiler alerte, la nature a gagné. Hein. MAU. Vous pourrez tester, mais... Il y avait bien que toi pour le tenter. Il n'y a rien, voilà. C'est ça. Il y a bien que moi pour être assez con, c'est vrai, mais ça va. J'ai juste les genoux actuellement en feu. C'est-à-dire quand je te dis en feu, j'ai vraiment l'impression que... Tu vois la scène de GTA... Ah ouais, est-ce que tu vois la scène de GTA 5 de la torture? Oui. Arrête, j'ai mal dans les... Tu peux torturer le mec de plusieurs façons, genre l'électrocuter des nipples ou encore des tartes dans la gueule. Oui, et il y a un truc de torture que moi je faisais à l'infini, c'est prendre la clé à molette et lui péter les genoux là comme ça, tu vois. Chaque fois je cliquais sur celui-là parce que ça avait l'air d'être ok. Bah, j'ai l'impression de sortir de ma propre scène de torture de GTA 5, d'avoir les genoux en feu. Donc là je vais rester les genoux pliés pendant 2 heures, ce qui veut dire que dès que j'aurai à les déplier, je sentirai une douleur intense parcourir la totalité de mon corps. Alors, la bonne nouvelle, c'est comme on a des serre-têtes aujourd'hui, à tout moment, tu peux te reculer un peu, tu vois, pour tendre tes jambes, et au final, là, tu seras pas loin du micro. Ça peut être une solution. Voilà, exactement. Il n'est pas exclu. Carrément, les pieds sur la table, c'est parti. Il n'est pas exclu en effet que j'ai à me redresser ou à me lever au cours de l'émission. Je vous demande de m'excuser pour la petite voix aussi un peu coupée. Le HFS Summer a demandé de donner un peu de la voix ce week-end. Suri est avec nous, comment ça va Suri? Eh ben ça va super, toujours accompagné de mon petit Red Bull. Hein. Je ne suis pas sponsorisé, mais maintenant j'ai peur parce qu'il va falloir que je cours vite. Si la dernière fois que je suis venu dans le Lunch Play, t'avais Lox qui voulait brûler le monde entier. Maintenant tu me dis... Ça reste, et ça va hein. Maintenant, tu dis tous les jours on en parle. Maintenant tu me dis que t'aimes bien péter les genoux, là j'ai l'impression que je vais pas ressortir vivant là. Bah oui, ils ont gagné en plus hier en F1 Red Bull avec Verstappen qui a gagné le Grand Prix de Miami et c'est formidable. Ça ne sera pas dans les news ici puisque nous ne parlons pas de ça dans ce Lunch Play. De quoi parlons-nous dans ce Lunch Play? Au menu aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a au menu après un week-end chargé? Le Steam Deck caracole en tête des ventes chez le store Valve. Incroyable, après une sortie de jeu phénoménale, il est top 3 des ventes sur... alors on va dire sur Steam quelque part, depuis sa sortie. Alors, véritable succès, on n'avait pas vu ça évidemment à l'époque où ils avaient sorti les fameuses Steam Machines, ces petits PC qui étaient faits pour lancer Steam. Le Steam Deck semble avoir trouvé son public. Mieux encore, il semble continuer de trouver son public après les retours utilisateurs, ce qui est vraiment très intéressant. On essaiera de voir à qui s'adresse en effet cette machine. Puis Bloodborne refait parler de lui. Je sais que le sujet est évidemment très tendu dans la communauté des fans de jeux vidéo. Mais oui, il paraît qu'on n'aura pas encore fini d'entendre parler de Bloodborne, future sortie PC, on va dire
entravoué par les connaisseurs ou encore suite éventuelle de la licence tant aimée des amateurs de From Software. On va voir où peut aller Bloodborne dans ses actualités. Puis on parlera un tout petit peu de Xbox qui va mettre en place une clé, un Fire Stick, un Google, comment on appelle ça? Chrome, ouais, c'est ça. Chromecast, exactement. Uniquement pour le Game Pass Ultimate. De plus en plus de pas vers la disparition des supports de jeux, des consoles de jeux et des PC. Xbox fait-il le bon mouvement et à qui est-ce que cela s'adresse-t-il? On en discutera un tout petit peu. Sortie de la semaine, Suri, une semaine particulière puisqu'elle va être marquée surtout par des sorties de jeux indés. Oui, il n'y a pas de gros triple A qui sort cette semaine et je me suis dit, alors peut-être les noms vont se dire, c'est pas du indé véritablement, mais il y a quand même pas mal de choses à couvrir et je me suis dit, c'était bien d'en profiter vu qu'il n'y a pas de grosses sorties. 6 jeux indés qui vont être présentés, ça fait toujours plaisir. Fait toujours plaisir, exactement. Et Bloodborne 2 qui n'est pas annoncé dans les sorties de la semaine. Voilà. Exactement, on tient quand même à le préciser. En revanche, on a une actualité riche en bref, Lox, aujourd'hui. Oh oui, beaucoup de choses aujourd'hui. On va faire écouter, parler un petit peu de Gotham Knights. On parlera beaucoup de cartes aujourd'hui. On parlera également de jeux de survie, de records, de victoires. Ouais, de grandes victoires. On peut le dire et puis on finira, comme toujours, en beauté avec un petit Happy Birthday. Ah, magnifique, Happy Birthday. Un gros même en vrai. Je dis un petit. En vrai, ça reste un gros. Ça reste un gros. Peut-être que vous allez être déçus maintenant que je vous ai dit ça, mais je m'en fous. Genre vraiment. Tu sais, les gros jeux de certains sont les petits jeux d'autres, mais ça n'est pas grave. On laisse une place à tous les jeux. Puis Foster viendra nous parler d'arcade, de jeux vidéo d'arcade ici. Oui, tout à fait. Justement, tu le disais, suite à l'événement auquel tu étais ce week-end, on va faire un petit bilan. L'arcade, où ça en est, où ça va surtout, et quel est le futur de ces disciplines, on va dire, de ce support qu'on a tant aimé dans les années 80-90. Vierzon, au HFS Summer, qui a quasiment doublé son nombre de participants et son nombre de personnes qui est venu ici, entre passionnés et gens qui venaient juste pour la découverte. Et en passant par la fameuse Legacy, vous savez, l'héritage, j'ai joué à des jeux d'arcade, regarde ma fille, regarde mon fils, je vais te montrer à quoi je jouais à l'époque. C'était rempli de personnes et de personnes plutôt jeunes et d'une excellente mixité. J'étais très étonné de voir ça, en tout cas, l'événement était un véritable succès. Ça fait plaisir. Voilà, peut-être y a-t-il encore de la place pour tout ça. Puis enfin, vous savez, ce sera le programme de la semaine sur le stream avec notamment journée particulière mercredi puisque nous serons en direct de Disneyland Paris. Nous délocalisons la quasi-totalité de nos plateaux pour un événement spécial, ce qui entraîne évidemment un début de délocalisation du matériel, expliquant pourquoi nous avons actuellement des micros serre-tête. Si le son est un peu différent d'habitude, il est totalement normal, il n'en est pas moins bon ou mieux, c'est juste un tout petit peu différent. On essaiera de donner le ton qu'il faut tout de même à cette émission qui va commencer tout de suite. Le Lunch Play, revue de presse, le lundi du bordel. Information qui vient de tomber ici à ma gauche. Suri, vraisemblablement le million de followers de le stream pourrait être atteint durant cette émission. Oui, tout à fait. Selon mes informations sur le terrain, il semblerait que nous soyons à 49 followers du million. Actuellement, 999,9 sont affichés sur le stream. Donc n'hésitez pas à follow parce que ce serait cool qu'on puisse faire la fête dans cette émission. Ça serait formidable, n'hésitez pas à follow et si vous venez rejoindre l'émission, vous savez que durant la revue de presse, on vous demande souvent votre avis sur les sujets car on lit, on repasse vos commentaires, mais aussi on essaye de sonder un tout petit peu votre opinion et de voir vers quelle ligne directrice. Ça sonne chez qui là? Ça sonnait chez qui? C'est pas moi, ça sonnait chez qui? C'est moi. Ah. Non, c'est pas moi. Non mais le foutage de gueule. Si c'est moi, si c'est moi, c'est le PC. Incroyable. Bonjour. Bonjour les notifications de Glenn. Merci. Oui, je disais donc 49 followers. Il suffit juste de cliquer sur follow juste en bas pour suivre la chaîne, le stream au million. Il y a un truc qui se débloque. Je ne sais même pas c'est quoi, mais je veux voir ce truc qui se débloque. Ouais, ça fait une semaine qu'on tease le truc qui se débloque. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah, voilà, exactement. Lui, il sait. Polo en régie, il sait. Mais avec une caméra ou pas? Hein?
Ah ouais. Ah. Voilà, évidemment. Bon, c'est pas Voilà. grave. Caméra régie, ce sera pour plus tard. Bref, sondage, nous vous sondons, nous sondez, et on va se sonder aujourd'hui sur le Steam Deck. Incroyable santé du Steam Deck depuis sa sortie. Le jeu ne se faisant dépasser que par des énormes sorties comme Elden Ring ou Lego Star Wars. À part ça, personne n'a détrôné les ventes du Steam Deck sur Steam. On peut le voir évidemment sur le site SteamDB qui répertorie en valeur, évidemment, les achats et l'argent généré par les produits de chez Steam. Bien entendu, me diriez-vous, il faut évidemment 9 Elden Ring pour faire la valeur d'un seul Steam Deck, un peu moins en vérité. Vous avez totalement raison, j'entends cet argument, mais tout de même, c'est vous dire à quel point l'argent dépensé dans le Steam Deck aujourd'hui est énorme et il pourrait s'effondrer. L'Ox, justement, comme les fameuses Steam Machines, qui a été un four incroyable pour Steam, mais ça n'est pas le cas. Bah non, ça n'est pas le cas et on est loin d'y être puisqu'effectivement là on remarque ils n'arrêtent pas de valuer et surévaluer plein de nouveaux jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même plus de 2800 jeux je crois qui sont Steam validés, c'est-à-dire Steam Deck validé, vous pouvez carrément y jouer dans les meilleures conditions. Donc effectivement, c'est pas surprenant. Et puis justement, on a souvent entendu, oui, Valve AFK. Pour le coup, on a l'impression qu'ils prennent vraiment soin de leur petite machine. Ils ont envie de la porter, ils ont envie aussi de continuer à s'appuyer. Ils ont leur casque VR, leur console portable, leur launcher. Je trouve qu'ils sont plutôt bien et ça m'a l'air bien parti. Ça a l'air bien parti. As-tu eu l'occasion de poser ta main sur le Steam Deck? À peine une fois. À peine une fois, Ouais. C'est quand même bien déjà. En vrai, c'est déjà privilégié, je dois le reconnaître. Donc ouais, c'est déjà pas mal. J'ai trouvé lourde. Alors honnêtement, pour le coup, j'ai pas eu le coup de cœur, mais j'entends et je conçois parfaitement le fait qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui apprécient la machine et qui sont en mode « Ouais, mais moi, je préfère jouer à mes gros jeux, tu vois, comme ça. » T'as tout ce côté pas de tactile qui nous avait déjà fait avec la manette. Donc la manette, là, je l'avais déjà utilisée. Je me disais « Ah, il y a quand même un petit feeling avec ce pad, justement, avec le doigt. C'est plutôt agréable. » Je me disais qu'il y avait des choses à aller expérimenter avec. Bon, écoutez, ils l'ont bien fait, pour le coup. Moi, j'avoue que je suis... Peut-être trop, j'ai trop été à l'école de la PSP, PS Vita, tout ça, mais voilà, les chiffres sont là, ils en parlent et visiblement c'est plutôt ok. Les chiffres sont là. Et ce qui est très intéressant, c'est que quels que soient les reviews ou même, tu vois, ton avis, qui a pu tester ne serait-ce qu'un tout petit peu la machine, c'est assez, on va dire, les avis sont assez communs. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, bon, la machine a l'air d'être une V1, c'est pas encore fini, tous les jeux se lisent pas, bon, c'est pas idéal, l'autonomie est pas top, etc. En fait, l'avis est mitigé. Le produit coûte quand même, dans sa version exploitable, 550 €, ce qui n'est pas rien. Et pourtant, mon gars, ça achète. À ton avis, qu'est-ce qui est l'attrait principal de ce Steam Deck aujourd'hui? Quel type de joueurs foncent vers ce Steam Deck, Foster? Tous les gens frustrés de la Switch, je pense, à certains égards. Les frustrés de la Switch. Non, mais en vrai, je pense Les que... fameux. Je pense que Nintendo a su montrer de toute façon qu'il y avait un créneau qui était très important encore dans le jeu portable. On voit de toute façon avec le mobile aujourd'hui. Là, ça te permet d'avoir accès à toutes, pour le moment non, mais à terme, toute ta base de jeux. Et Steam, ça existe depuis tellement longtemps. Je ne sais pas combien vous avez de jeux chacun dans votre bibliothèque Steam, mais je pense que c'est gigantesque. On est d'accord. J'avais vérifié, j'avais vérifié. Ouais. Voilà, donc je pense Proche de la centaine, moi. donc cet accès à toute cette base de données, toutes ces bibliothèques gigantesques que les gens ont d'un coup d'un seul, on a souvent envie de faire notre petite partie dans le lit, n'importe où, tu sais, dans les transports ou autre, ou sur le canapé en train de se mater un film. Ouais, mais t'as envie de te jouer à ton jeu qui est sur ton PC, tu n'y as pas accès malheureusement. Donc là, tu vas pouvoir le faire sur ton Steam Deck. Moi, ça m'étonne pas du tout que ça fonctionne. Ça m'étonne pas que ça fonctionne. Je reste étonné que ça fonctionne autant parce que ça coûte cher, parce que c'est une V1, parce qu'il y a des défauts qui sont assez énormes aujourd'hui. Par contre, quand on connaît les courbes de market des nouveaux produits, machin, etc., avec la notion de premiers acheteurs et autres, qui généralement après ça monte très haut. C'est très engageant, très rassurant, et on va avoir un concurrent, je pense, à terme de taille par rapport aux autres constructeurs de consoles. Ouais, il est vrai que la V2 pourrait peut-être tout basculer. On rappelle que le produit est en souci de stock
permanent et pourtant se trouve quand même plutôt bien au niveau des ventes. On va lancer un sondage pour savoir si vous, ce produit vous intéresse ou vous avez déjà craqué évidemment pour ce produit. L'avez-vous déjà acheté? Ce Steam Deck, comptez-vous bien passer à la caisse un jour ou attendez-vous de voir venir? Suri, toi en tant que joueur, on va dire de FPS, mais gros joueur PC, est-ce qu'une machine telle que le Steam Deck, qui peut aussi faire de la console, parce que ça en émule pas mal finalement des machines consoles, est un produit qui t'intéresse? C'est un produit qui m'intéresse, je peux pas me le permettre, parce que clairement, le On est tarif d'accord, pour la moi est barrière du prix, c'est Ouais. violent quand même. violent. Pour Ok. le coup. Et Ok. les 550 €, je les ai pas pour Ok, les bon, investir je suis dedans. pas fou. alors. Voilà, tu vois. Mais à vrai dire, ça m'intéresse pour pas mal de catégories de jeux qui, tu vois, sur PC, je les jouerais éventuellement avec une manette. Tu vois, éventuellement, je jouerais pas au clavier souris habituel. Par exemple, si je vais faire un Elden Ring, bah ça me déplairait pas de l'avoir sur un Steam Deck pour l'avoir en mode portable et pouvoir le faire un peu où je veux. J'avoue. Même des jeux de cartes aussi, genre Slay the Spire, là qu'on avait vu dans la bande-annonce. Ah ouais. Moi, ça me plairait bien de le faire en dehors de mon ordi. Peut-être même tu sais, des plus petits jeux, globalement, ou alors des jeux comme Elden Ring où il y a une nécessité de manette, mais des plus petits jeux pour éviter d'avoir à faire démarrer l'ordinateur, d'avoir de longues sessions et compagnie, plutôt qu'autre chose. Alors beaucoup de personnes défendent évidemment la variante à 400 €. Oui, ne paniquez pas, s'il n'y a plus personne Je ici qui suis là, voit actuellement je suis plus là. un crâne passé, c'est parce que il y a plus important que le lunch. Il y a Oh non, le j'ai pas pris mon badge. Starbucks avec le fruit J'ai du pas pris dragon, mon badge, vous c'est savez, trop qui permettra à Lox probablement de Merci. rester en vie, car c'est un peu comme dans les jeux vidéo, on fait revue de jeux vidéo, faut recharger ses points de vie, et évidemment à chaque phrase prononcée, c'est des dégâts à récupérer. Juste derrière, dans les sondages, seules 10 personnes dans le chat, parmi les votants, ont acheté le Steam Deck, et sûrement des personnes très engagées. Y a-t-il plus de 10 personnes dans le chat qui ont acheté le Steam Deck? C'est une véritable question. 65%, 66% des votants disent ne pas l'avoir acheté et ne comptent même pas acheter ce produit. Donc c'est vraiment, on rappelle qu'on a une majorité de spectateurs qui sont plutôt des joueurs PC, et malgré cela, les 70% de votants ne comptent pas aller vers le produit. On est donc plutôt sur un produit de niche, Foster, mais un produit de niche, visiblement, la communauté très engagée. Je suis très curieux d'avoir les raisons pour lesquelles les gens, justement, ne comptent pas l'acheter. Autant à l'instant T, je l'entends, parce que moi, je te rejoins là-dessus. c'est On juste peut trop cher demander pour ça, le on peut moment, tu demander vois. ça, on peut demander. Mais ouais, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui est bloquant dans l'idée d'avoir justement accès à votre bibliothèque. Est-ce que c'est parce que justement vous n'avez pas forcément de jeu Steam, Ok. vous ne jouez pas forcément en mode portable et vous allouez votre temps de jeu uniquement lorsque vous êtes sur votre PC, sur votre console et pas lorsque vous êtes dans vos transports ou autre et vous préférez d'autres médias, enfin type le livre ou n'importe ce qui est une possibilité. Je suis vraiment très curieux d'avoir les raisons, grosso On modo. va demander ça justement, Paul. C'est vrai que c'est une excellente idée. Pourquoi ne souhaitez-vous pas acheter le Steam Deck? Est-ce à cause du prix? Est-ce parce que votre jeu ne fonctionne pas dessus? Tous les jeux ne sont pas forcément compatibles, évidemment. Est-ce parce que vous trouvez le produit pas assez qualitatif? Ça peut être aussi une des raisons. Si le produit est de qualité, vous êtes prêt à mettre le prix, vous achetez des cartes graphiques hors de prix. Dans ce cas-là, est-ce qu'on attend la V2, tu vois? Voilà, exactement. Ou encore, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre raison? Tu m'avais donné ces 3 raisons On va qui sont faire déjà en pas version mal. définitive, prix, T'as taille. pas Steam. Ouais, T'as pas Steam. Oh, j'ai pas. En vrai, C'est vrai. aujourd'hui, c'est vrai que Quelque part. Et en dernier, ce que j'appelle la réponse paratonnerre. voilà. J'ai pas Steam, wesh. On est pourquoi j'achète pas? Alors évidemment, si je vous fais le tour ici du prix, moi par exemple, j'ai pas acheté la machine et la raison principale, c'est la qualité du produit que je ne trouve pas assez bonne. J'ai pu aller rapidement la prendre en main. Je trouve pas l'écran LCD ouf. 2 heures d'autonomie pour une machine portable, c'est mort. Je la trouve un poil trop lourde. La totalité de la compatibilité des jeux n'y est pas, même si on peut quand même modifier. J'aurais pu, je pense, m'offrir le Steam Deck, mais c'est pas spécialement. D'ailleurs, je vais voter. Moi, C'est je viens rare, de te mais voir. je vais quand même voter là-dessus. Pour le moment, ça serait le prix. Qu'est-ce qui te donne pas spécialement envie d'y aller, toi? Tu as dit que c'est le prix obligatoire, c'est le prix. Vraiment, c'est bloquant pour toi. C'est le prix dès le début, et à vrai dire, c'est l'autonomie aussi.
Parce que bon, 2 heures d'autonomie, ça me rappelle tu sais, la fameuse histoire de. Alors je sais plus c'était laquelle de console portable. Gear. Ouais, Game Gear ou la Jaguar, je sais plus, mais qui nécessitait 6 piles, tu vois, pour marcher 2 heures. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et 2 heures d'autonomie, c'est pas suffisant, surtout en mode portable, où tu as besoin d'un certain temps. Tu me diras, la Switch fait pas non plus des miracles là-dessus, mais quand même, c'est déjà beaucoup plus appréciable. Et en plus, pour une taille comme ça, un Steam Deck qui est lourd, qui est assez imposant, tu te dis, bon, batterie de 2 heures, un petit peu dommage quand même. Ouais, on voit certains qui répondent soit les 5 réunis, soit de toute façon j'en ai pas envie de ce produit, ça ne m'intéresse pas. Lox, tu n'as pas acheté le Steam Deck. C'est la même raison que toi. En fait, j'aime beaucoup le produit, je trouve le concept génial, tu vois, je me dis enfin. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une version définitive et tu vois, au niveau des finitions, je trouvais que ça faisait encore un peu prototype et ça m'a vraiment rebuté pour le coup. Je me suis dit, on verra plus tard, genre le jour. Mais c'est vrai qu'actuellement, tu vois, on a quand même des offres cloud où on peut jouer avec nos téléphones et tout. Je me dis franchement, à ça après, je prends mon téléphone et une manette et puis je suis tout aussi bien pour le moment. Donc, pas la cible actuelle. Pas la cible. Eh bien, écoutez, la cible, elle est probablement là. Il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai que la communauté des modeurs semble s'intéresser tout particulièrement à ce Steam Deck. Elle a quand même à la fois des sticks et une ergonomie qui est pas trop mal et qui peut adapter pas mal de jeux. Il semblerait que eh bien, ça fasse quand même son succès sur Steam et il continue de s'en vendre beaucoup. On va voir d'ailleurs si ça continue de s'en vendre, mais c'est un peu la première next-gen portable, quelque part, avant la révision de la Switch. Ce Steam Deck, c'est une révolution, cette machine tout de même. Ouais. Il y a une évolution. Donc, il n'est pas étonnant de voir autant de personnes s'intéresser, même si vous savez que ce genre de machine portable, on peut vite en trouver aussi sur les AliExpress et consorts. Il y en a beaucoup qui ont fait leur tentative justement de machines portables. Mais c'est vrai que dès qu'on va dans l'univers du PC, souvent on vend ces choses très chères. Je trouverais le prix quand même assez raisonnable pour ce qui était proposé, mais c'est encore beaucoup trop cher pour une grande majorité des gens. Qui sait, peut-être que demain, une nouvelle version du Steam Deck arrivera à un prix abordable, ou peut-être feront-ils du Nintendo avec une version un peu plus cheap, moins de fonctionnalités et plus accessible. J'y crois moyen, parce que je pense que c'est un peu comment on appelle ça, c'est l'angle sur lequel on peut attaquer Nintendo en fait. Nintendo, t'achètes un PC AAA aujourd'hui, tu joues sur ta Switch en mode portable, c'est 720p, c'est 30 fps, c'est dégueulasse, ça rame, etc. Donc c'est l'angle d'attaque. Si tu baisses les capacités graphiques et juste de puissance de ton Steam Deck, alors c'est mieux de prendre switchifies, en fait, c'est mieux de prendre une Switch. Pourquoi te prendre la tête? Tu prends une Switch directement, tu vois. Complètement. Alors là, j'ai rien contre cet argument. C'est vrai que c'est très très fort. Bizarre. Suivant. C'est comment alors le fruit du C'est dragon? incroyable, depuis tout à l'heure, je dis rien, mais je suis heureuse, les gars, c'est incroyable. Franchement, t'en veux ah non, t'as du café là-bas. Ah non, ça va tout pourrir. Dommage. Est-ce qu'ils vont livrer un Steam Deck avec ça? Bah, à ce prix-là, ils auraient pu. Je déteste, je ne mentionne même pas la marque qui vient de lancer des refreshers Dragon Fruit. Je déteste la marque, c'est bien la première fois qu'on me voit voir un Starbucks en plusieurs années, donc voilà. Il a fallu ramener des fruits de l'autre bout du monde, quand même. Merci. Mais le truc en plus c'est tout rose, ça me. J'avoue, la couleur, elle a l'air Ça y est, insane. incroyable. Non, mais le goût, Tu me diras, à l'intérieur, ça doit pas- la ça doit couleur pas n'est être, rien. Ça existe, Red Bull melon de fruits. Ah bah ça, c'est Oh, chimique s'il à vous ce plaît. Ah, oui. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces boissons étranges. Des En fruits. tout cas, un sourire en Ravel. Des fruits, évidemment, que du naturel. La pub Oasis. It's good. de l'eau de Allez, source et des fruits, bien sûr, qui donnent des ailes, évidemment. Un jeu qui donne des ailes à beaucoup de personnes, c'est Bloodborne, le jeu d'effraie la chronique, tant mais c'est probablement l'un des From Software préférés d'une grande partie des amateurs de From, jeu très 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 marqué au niveau de la direction artistique, un gameplay un peu plus nerveux qu'un Dark Souls s'il en est, un univers super bien rendu et un level design au poil, genre l'évolution quasiment ultime de ce que pourrait apporter un Souls-like. Et évidemment, Bloodborne, il est sorti sur PS4 et puis c'est tout. Voilà, donc ça a toujours été un peu le sel de Guérande de l'ensemble de la communauté, repoussant encore une fois le problème de ces fameuses exclusivités third party quand même, qui ne sortent pas sur d'autres machines pour des raisons
complètement obscur, succès critique absolu. Il n'a pas été élu le jeu de l'année, Bloodborne. D'ailleurs, non, c'est Sekiro qui l'a eu. Non, ouais. Et je pense qu'il a eu quand même pas mal de prix. Et malgré ça, écoute, si vous l'achetez, vous avez toujours la version PS4. Après tout, hein, c'est bien, on peut s'amuser. Le jeu refait parler de lui parce que, évidemment, déclaration récente de certains journalistes, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Bloodborne. C'est Colin Moriarty qui s'exprime à l'occasion, il me semble, d'un podcast dédié à l'ensemble des jeux PlayStation. Forcé de constater que le jeu est encore sur toutes les lèvres et que la politique de Sony est de plus en plus d'aller porter leurs jeux sur d'autres machines. Alors portage PS5 ou portage PC suite de Bloodborne, évidemment le mystère reste entier, mais je crois qu'on a bien compris que les gens attendent quand même le jeu Lox et qu'il y a peut-être moyen de se faire de l'argent assez gratos. Ça serait Capcom qui aurait développé le jeu, on s'en serait à la 6e version. Gratuit, tu as dit Gratuit. De l'argent gratuit? Gratuit? Bah oui. Non, ça va pas, non. De l'argent gratuit, il n'y a rien à faire. Tu reportes le jeu sur PS5, tu as la moitié des fans qui vont acheter le jeu plein pot. Bien sûr. Bah voilà, donc c'est gratos, il n'y a rien à faire. Mais pas gratuit. Comment ça, pas gratuit? Pas gratuit. Je sais. Le premier qui trigger est en régie. Le pauvre. On rigole. Le pauvre Polo. On rigole, oh Le non. pauvre Polo. Oh mince. Pourquoi ne le font-ils pas, Lox? Qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est que déjà, comment que leurs offres soient disponibles avec leurs nombreux abonnements qui arrivent dès ce mois de juin. Aussi, déjà, on va attendre que les offres s'installent, voir un petit peu comment on arrive à se positionner et qu'est-ce qu'on peut faire justement de nos anciens titres exclusifs qui restent dans le bas de nos catalogues. Là où, effectivement, on connaît déjà divers modes, mais pour le coup, je ne les vois pas arriver sur une stratégie dans laquelle ils se disent allez, demain, on le ressort en PC, on vous le fait payer plein pro, et puis vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher sous couvert d'un abonnement. Ça se tente, mais je tente le jeu en 60 FPS sur PC à 80 €. Je le tente, moi je le tente tous les jours. Je le tente tous les jours et je suis sûr que ça pourrait mieux se vendre que le Steam Deck. En vérité. Foster, t'es pas de cet avis? Ce jeu sur PC, alors je sais que From c'est un peu des billes pour porter des jeux sur PC, mais sincèrement ça fait tellement longtemps qu'on attend une version fluide de ce jeu. Pourquoi c'est pas déjà sorti? Il est très beau sur PS4 encore. Il est beau, mais il est pas fluide. Je pense qu'on a. En fait, le truc, c'est que si Bloodborne était le seul jeu de From Software qui était exclusif PlayStation, ça serait une chose, sauf que c'est pas le cas. Déjà depuis Demon's Souls, c'était exclusif PS3. Je crois pas que c'était sorti sur PC. Au contraire, on a même fait un remake sur PS5 récemment, qui a été le produit de lancement du jeu. Là, Bloodborne, du coup, même chose, c'est coincé, c'est traquenardé. Je pense que c'est loqué sous de bons contrats, avec en plus de ça l'explosion d'Elden Ring. Ça ne m'étonnerait pas qu'en effet Sony derrière se dise mais en fait il y a un truc, on va peut-être garder le filon là, parce que en effet, moi je sais que j'étais à 2 doigts de craquer pour une PS4 pour jouer à Bloodborne par exemple. Quand même. Je n'ai pas de PS4, je n'ai jamais joué à Bloodborne et chaque jour est un jour malheureux parce que je ne peux pas jouer à ce jeu. Donc évidemment, tu sors le jeu à 80 boules sur PC, je me jette dessus comme le petit fanboy de FromSoft que je suis, à 100%, c'est évident. Par contre, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on a, je crois qu'on a eu un D-Make qui a été sorti par des fans sur PC. L'autre méthode aussi, c'est que j'avais des potes justement, je suis sur Discord avec eux et je les vois sur PC en train de jouer à Bloodborne. Je fais mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah ouais, c'est comment ça? Shadow PC, émulation, etc. Et modeur. Et tu parles émulation, tu peux tout faire. Donc évidemment, il y a 1 milliard de modes avec des émulations qui font que les gens ils ont pu jouer et de kiffer d'ailleurs en meilleure qualité que sur PS4. C'est la niche de la niche. Mais voilà. Ouais, mais on parle des fans de FromSoft justement. Ils sont énervés.
C'est des énervés, ouais. Pas n'importe Ils qui. sont énervés parce qu'ils doivent patcher eux-mêmes les jeux officiels sur PC pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne soient pas buggés. Donc c'est toujours un peu évidemment complicado. On va vous poser la question évidemment si vous avez déjà joué à Bloodborne et si vous comptez jouer à Bloodborne justement ici pour voir un peu la densité évidemment de fans. Notez que le fameux jeu à 80 €, c'était vraiment une boutade. Hein. Pas question de jouer à partir, il n'est pas question de portage, ni même de suite. Pour le moment, une question de rien, si ce n'est que, comme Foster l'a dit, Elden Ring se vend bien quand même. Dis donc, Bloodborne, ça a l'air d'être apprécié par les joueurs, et ce sondage dit la vérité. Hein. Puis on rappelle aussi également, genre, la production d'Elden Ring a commencé avant celle de Sekiro, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas plus ou moins en même temps. On a vu quand c'est sorti, enfin c'est sorti du coup bien après, on se doute que quand Sekiro a été fini, il y avait une part de la force de travail qui était déjà disponible pour bosser sur autre chose. En effet, Bloodborne pour le moment c'est un one shot, et tu l'as dit, c'est quelque chose qui a été très apprécié, très attachant pour bien des joueurs. Donc en effet, demain on m'annonce un Bloodborne 2, je suis pas étonné. Sur-toi vers une politique de sortie PC, est-ce que Bloodborne, un jeu From Software qui est pas vraiment un jeu Sony, tu vois, a les possibilités de s'exporter? Est-ce que soit Sony a loqué la licence sur PlayStation et du coup ne laisse pas faire, ou alors est-ce qu'ils ont la possibilité quand même de porter leur jeu à ton avis? À vrai dire, là, il y a pas mal de monde aussi qui parle du PS Plus, éventuellement en rétro-compatibilité, Oui. enfin, d'aller chercher avec le nouveau PS Plus la possibilité de jouer à Bloodborne sur sa PS5. Sur PC, je trouve que c'est pas mal de tenter un portage de ce genre, ne serait-ce que pour les fans de la licence. Après, de là à ce que ça se vende aussi bien qu'Elden Ring, je ne pense pas. Et je pense qu'il y a aussi une distance à mettre avec Elden Ring, parce que Bloodborne, techniquement, est arrivé dans une époque où tous les jeux From Software, les jeux de ce genre-là, étaient encore de niche. Donc, est-ce que Elden Ring, a eu, avec son passage dans la sphère un peu grand public, est-ce que Bloodborne va arriver à faire ce même travail? Ça, je suis vraiment pas C'est sûr. là où je vais bien me marrer quand tous ceux qui ont joué Elden Ring et qui sont persuadés d'avoir kiffé des Souls, ils vont lancer Bloodborne. En sang. Ah, ouais. Mais il est où mon open world? Ah, bah, Oh non. mais pourquoi c'est tout droit? Pourquoi il y a des loups-garous cachés derrière des murs qui Comment ça, j'ai me perdu mon touchent à âme? travers? Qu'est-ce que c'est que cette histoire absolument incroyable? Suite au sondage, je ne m'en doutais pas, mais 38% des gens n'ont pas joué et ne veulent pas Pas y jouer. jouer à Bloodborne. En revanche, Normal. 36% ont évidemment joué à Bloodborne et il y a 25% des personnes qui l'attendent sur PC. Peut-être avant d'avoir la version PC, vous aurez la version Switch, hein, Oui. puisque nous avons quelques images de la version Switch de Bloodborne à vous montrer. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est C'est ouf. parfaitement adapté, le rendu est fidèle, les graphismes sont 100% en 18K. C'est quand même plus fluide qu'avec une PS4, donc c'est déjà ça, quoi. C'est quoi ce jeu, Polo? C'est le D-Make C'est dont je te parlais. Ah fan. ouais. C'est ça. Ah oui, bah ça ressemblait de ouf en fait Ah à bah, Bloodborne. c'est le jeu. dingue. C'est le jeu, c'est un... Waouh, Ah, c'est pas un véritable remake. mais ça a l'air carrément mieux. Formidable. 80 €, j'achète tous les jours. Sans aucune hésitation. Bon, pour le portage de Bloodborne, vous l'avez compris, il y a quand même énormément de gens qui l'attendent, mais ça n'est peut-être pas ce qui est le plus attendu. Évidemment, on veut de la nouveauté, et la nouveauté, ce serait une suite. On peut considérer Dark Souls comme la suite de Demon's Souls, donc finalement, ça a quand même connu sa suite. Sekiro n'a toujours pas de suite annoncée, n'en aura peut-être pas. Est-ce que Bloodborne peut avoir une suite? Est-ce que c'est cohérent d'un point de vue de l'univers, d'un point de vue du jeu, d'un point de vue de son scénario? Il y a un DLC, il me semble, hein, déjà. Malheureusement, encore une fois, je suis passé à côté. Et comme je suis un gros fanboy pas possible, je me suis absolument rien fait spoiler Bloodborne. Ah Je pourrais ouais, pas te c'est dire normal, c'est normal. de comment l'histoire se termine et si ça ferait sens. Ça ne m'étonnerait pas que ça fasse sens, qu'il y ait une suite, quoi qu'il arrive. Après, encore une fois, c'est des mécaniques qui étaient légèrement à part, tu sais, c'est genre, tu sais, là t'as la trame, on va dire Souls-like, de tout, et tu sais, c'est genre légèrement dévié pour un autre truc un peu plus agressif, un peu plus nerveux. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a une demande assez spécifique, de toute façon, comme l'a montré le chat pour le jeu, quoi, et qui ferait sens pour avoir une suite. En tout cas, ça a plus de sens aujourd'hui de penser une suite de Bloodborne que de penser une suite de Sekiro, même si Sekiro a été jeu de l'année. Bah non, en vrai, j'irais pas l'un plus que l'autre. Mais en premier, tu sortirais quoi, toi? Si tu devais aller vers une suite de ces deux jeux C'est très qui violent ce que tu me demandes comme positionnement. sont deux succès critiques incroyables, que l'un j'allais est jeu de dire- l'année. En vrai, j'ai envie de dire quand même Sekiro, peut-être il le mériterait plus parce que
Parce que là, on a eu Elden Ring, Ouais. on a eu Demon's Souls Sekiro, aussi. c'est plus innovant que Bloodborne. un peu. Je me dis par rapport à la puissance de la proposition, je pense que Sekiro, ce sera encore plus fort. Par contre, ça sera beaucoup plus dur. Ah ben, Et je pense que c'est ça le c'est le plus dur de tous. Non, parce que À mes yeux, en tout cas. je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais c'est surtout en termes de réalisation pure. C'est que, en fait, là, quand tu regardais Bloodborne, c'était déjà des assets qui étaient utilisés dans les anciens Dark Souls. C'est très encore médiéval fantastique. On reste encore dans ce thème-là. C'est exactement les mêmes mécaniques Et qu'on du va coup, la retrouver, suite, tu vois. Mais sans te Sekiro, spoiler, je te dis, il pourrait avoir une suite et c'est pas très compliqué à repartir. on est d'accord. Ouais. Par contre, Sekiro, ça n'a rien à voir. Tout autre, c'est Oui, c'est ça. Ça n'a médiéval. rien à voir. Et plus dur de reproduire des assets, donc à recréer pour Mm. faire une suite. Mais je suis d'accord que ça mériterait une suite large. À ton avis, Suri, si on devait aller vers une suite de Bloodborne après le succès d'Elden Ring, est-ce qu'on peut encore utiliser cet archétype du Souls-like, un peu, entre guillemets, couloir de cette aventure solo où tu vas de bout en bout? Oui, vous connaissez les couloirs de Dark Souls, c'est des couloirs dans lesquels tu repasses 3 fois, mais ça reste des couloirs quand même. Ne faites pas. Ah, le game designer, tu vas pas me faire un cours quand même. Je protège de l'agression. Continue. Ça reste tout droit, le jeu quand même, hein, du début à la fin. Suri, à ton avis? Je me casse. À vrai dire, je pense que ça dépend du public que tu vises, parce que Elden Ring a quand même introduit une variante avec le monde ouvert, tout ça, et une nouveauté dans les mécaniques qui potentiellement peut avoir eu son succès auprès du grand public et de la plupart aussi des adorateurs de genre d'avoir ce rafraîchissement. Est-ce que revenir aux anciennes mécaniques avec peut-être d'autres nouveautés qui ne seraient pas celles d'Elden Ring pour avoir la différenciation, est-ce que ce ne serait pas s'adresser à un public véritablement de niche? Donc je me demande si après Elden Ring, il n'y a pas un autre renouvellement à suivre dans cette lignée pour vraiment avoir un succès commercial. Après, si tu veux avoir un succès auprès du grand public. il y a eu un peu un entre-deux quand même entre Elden Ring et Dark Souls. Vous avez eu Dark Souls 3 qui prend quand même le parti de map très grande, très ouverte quand même, où tu es un peu libre d'accès. Pas le Dark Souls qui a eu le plus de succès, mais un Bloodborne façon Dark Souls 3, je vois que tu en rigoles déjà, Foster. Est-ce que tu me fais rire? Tu me tues, dans un chien, tu me tues. mais ouais. En fait, le truc, c'est que Elden Ring, je trouve, ne change pas les mécaniques, en fait. Ça reste le même jeu, ça reste profondément le même jeu. On amène le monde ouvert qui change la donne. C'est ça. On amène surtout beaucoup entre très grands guillemets, vraiment très grand guillemets, de facilité d'accès à certains éléments te permettant d'avancer un peu plus vite dans le jeu vidéo, en tous les cas de surpasser certaines problématiques que le jeu peut t'offrir. Mais en fait, si on parvient juste à transférer cette accessibilité, ces certains points de facilité pour rendre l'expérience pas aussi nauséabonde pour certains joueurs, je pense qu'on a gagné. Parce qu'en vérité, encore une fois, ça reste toujours les mêmes mécaniques. Tu rolls, t'esquives, tu lis, tu tapes ou tu balances tes sorts, mais ça reste la même chose. Oui, c'est Dark Souls. C'est Dark Souls. Elden Ring. Là où Bloodborne est un peu plus intéressant dans ce côté-là, puisque tu as quand même le système de contre, etc., à l'intérieur, les multi-armes et tout. C'est vrai que c'est ce qui avait quand même beaucoup plu à l'époque. On regardera avec impatience si cette année un Bloodborne est annoncé sur quelques supports que ce soit. Mais ce serait quand même bien. Ou la fameuse erreur d'affichage du Demon's Souls sur PC. Ah oui, j'avoue, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais ça, Je l'ai pas oublié cette erreur d'affichage. Elle est là. Hein. C'est un secret de Polichinelle. Ouais. Mais tu vois, et on passe à la suite après. C'est vrai que Demon's Souls a eu le droit à son remake pour ensuite avoir l'espoir de passer sur PC. Est-ce que Bloodborne, aujourd'hui dans l'état dans lequel il est, a besoin d'un remake pour ensuite voir peut-être son jeu arriver sur PC, un remake de jeu PS4 franchement, il n'y a que Naughty Dog pour être capable de faire des choses comme ça. Donc on verra évidemment, la suite nous donnera tort, peut-être. Xbox en tout cas a déjà une vision d'avenir très très claire. Pour eux, c'est limpide. Ce n'est peut-être pas le cas pour vous, mais pour eux, l'avenir, c'est le jeu en cloud gaming. C'est la dématérialisation des supports de jeux vidéo. Le jeu vidéo dans votre télé avec l'application Game Pass d'ores et déjà annoncée en bêta-test dans certaines régions et certains pays. Elle pourrait arriver à la fin de l'année 2022 dans les premières télés connectées du marché. Arriver aussi avec le cloud sur téléphone. Lox, toi-même, tu as déjà testé et tu vantais les mérites de cette technologie chez toi. Mais Xbox va aller encore plus loin. Ils veulent en plus faire en sorte que toutes les télés
puisse se transformer en console de jeu pour le Game Pass. Il prépare donc une clé HDMI façon comment Fire Stick TV de Amazon, Google Chromecast, ou la fameuse clé Roku, disponible uniquement aux États-Unis pour streamer le Game Pass juste derrière. Assez fou, hein, mais ce sera les télé Samsung qui seront les premières d'ailleurs à avoir accès à l'application Game Pass. Mais bon. Ah non, c'est pas Samsung. Les dalles, qui c'est qui fournit les dalles à tout le monde? C'est Samsung ou LG? C'est souvent LG pour le OLED. Pour le LCD, je ne sais pas, faudrait demander à Pepe Garcia, bien entendu. Mais Samsung ne s'est pas spécialement spécialisé dans les écrans. Non, mais je sais, par exemple, même sur, peu importe la marque, tu peux aller sur une télé Sony, tu vas avoir une dalle LG ou Samsung. En fait. Ouais. C'est surtout les fabricants des dalles qui sont utilisés pour tous les modèles d'aujourd'hui. Même si, après, bien sûr, la marque a tout le reste de ses composantes qui lui sont propres. En tout cas, en termes de Smart TV, Samsung est quand même très très haut dans la tier list. Toucher tous les publics avec une clé HDMI, je ne sais pas, qui devrait coûter probablement comme un peu toutes les clés HDMI, entre 40 et 50 euros, hein, je pense. C'est le bon pari de la part de Microsoft, à ton avis, Lox ? Ça me paraît quand même assez smart. Hein. On en parlait déjà un petit peu vendredi. Alors c'était pas du tout la même news d'ailleurs, mais on évoquait justement le fait qu'on allait vous montrer très prochainement de nouveautés. Alors on nous parlait beaucoup du cloud et ça devait y toucher. Donc là, on y est beaucoup. Je l'ai vu beaucoup passer aussi dans le chat. Il y a Stadia, non? Voilà. Ouais, Regardez, voilà Stadia. Stadia qui fonctionnait sur le même principe, qui fonctionnait sur le même principe, mais vous voyez, on est en 2022, on n'a pas vraiment entendu parler, on n'a pas eu des retours vraiment très constructifs autour de la technologie que Stadia a voulu mettre en place. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on arrive quand même sur quelque chose d'assez smart, puisque on le disait quand on a eu ces nouvelles consoles, PS5, PS, Xbox Series, on était là. Vivement finalement peut-être le jour où on pourrait avoir nos consoles en version dématérialisée, et il semblerait que... Il y aurait moins de problèmes de stock, ça c'est sûr. Il y aurait moins de problèmes de stock, tu l'as dit. Et et puis alors moins de problèmes de stock, d'espace, et puis finalement c'est beaucoup plus simple, en fait, c'est beaucoup plus accessible de se dire, au même titre qu'un Netflix, au même titre que tout ce que fait, on n'arrête pas de dire le Game Pass finalement c'est le Netflix du jeu vidéo, ton Netflix il est où? Il est sur ta télé. Autant l'avoir en application. Sur une machine déportée, j'avoue, c'est chaud. Donc pour moi ça me paraît... la suite logique, en tout cas, si on voudrait se rapprocher d'un avenir, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que ici, nous, quand on se parle, on a des PC Master Race cachés à tous les coins. Donc oui, j'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement la cible, mais je vois beaucoup de familles et je me dis qu'aujourd'hui, dans leur salon familial, ok, il y a la Nintendo Switch, super génial. Maintenant, si je te dis un catalogue un peu plus... Voilà. Un peu plus shiny. Divers, soit un peu plus massif, shiny, un peu plus massif, de jeux modernes, etc. Avec un peu de... le Game Pass peut être tout à fait intéressant. Ce que dit Frédérico, et ce qui est assez intelligent là sur le chat, c'est de dire que c'est pas tant le Fire Stick qui est vraiment le truc génial, c'est que d'arroser tous les écosystèmes et de faire en sorte que même une télé au pif puisse être transformée en machine à Game Pass. C'est ça qui est vraiment formidable. On va vous demander dans le chat justement si vous voyez le cloud comme l'avenir du jeu vidéo. Suri, à ton avis, c'est le bon mouvement de la part de Xbox qui a l'air de croire vraiment très fort à cette possibilité de jouer de façon déportée aux jeux vidéo sans console de jeu. Moi, je trouve que c'est le bon move, déjà parce que c'est en cohérence avec leur stratégie. Parce qu'ils disent, vous pouvez jouer où vous voulez, quand vous voulez, sur quoi vous voulez, etc. Accessibilité. C'est ça, tu vois. C'est vraiment dans la mécanique, la philosophie de Xbox depuis des années, avec en plus le Game Pass où tu peux jouer à n'importe quoi, etc. C'est toujours dans cette optique d'aller plus loin. Et à vrai dire, on peut avoir la comparaison avec Google Stadia, mais là, je trouve qu'il y a plus d'avantages à un Fire Stick Xbox parce que c'est un peu vendre un écosystème avec cette petite clé USB, tu vois. Comme alors que Google Stadia, c'est une application où tu dois racheter tes jeux dessus, ça n'a pas forcément de sortie autre, tu vois, tu es sur ta TV, mais le seamless n'est pas forcément fait avec la PlayStation ou alors même ton téléphone. Là, vraiment, Xbox, c'est tu es sur console, tu as la télé, tu as l'ordinateur, tu as ton téléphone, tu as vraiment tout un écosystème qui se met beaucoup plus facilement, qui s'imbrique plus facilement et qui fait véritablement cette accessibilité. Donc pour moi, je trouve que c'est un move qui est logique et bon dans la continuité de ce que veut mettre en place
Merci Xbox. Alors actuellement, Nibellion sur Twitter donne quelques chiffres du xCloud depuis sa sortie. 10 millions de personnes auraient déjà utilisé le xCloud depuis 2020, donc 10 millions de personnes différentes. Le cloud offre, a été lancé sur plus de 6000 types d'appareils différents, donc c'est-à-dire marques de téléphones différents, marques de télé différentes, etc., dans plus de 26 pays. Et les joueurs Game Pass qui utilisent le cloud gaming ont tendance à jouer et tester beaucoup plus de jeux que ceux qui sont sur support physique. Évidemment, on va dire, ça c'est un peu la stat pétée parce qu'on est souvent sur des périodes de test. Quand on teste un peu le xCloud qui était en bêta, donc quitte à tester, autant lancer le maximum de jeux possible. Mais 10 millions et ces 6000 devices différents, c'est quand même un truc qui commence à parler. Là où je rappelle que les joueurs de Bloodborne ont pu y jouer que sur un seul device. C'est quand même fou. C'est quand même c'est un truc de ouf, vraiment pour le coup. Non mais en plus, en vrai, il y a des stats hyper intéressantes, notamment justement, alors j'ai oublié le chiffre, faut pas m'en vouloir parce que je l'ai lu il y a quelques jours, mais c'était une stat qui revenait justement sur le nombre de jeux qui sont en version tactile, puisque effectivement avec le cloud gaming, quand ils jouent avec des tablettes tactiles ou que ce soit avec un portable de toute façon, eh bien, la façon de jouer a été revue justement pour que le tactile soit apporté. Et là, ils avaient encore une fois des stats hyper intéressantes. Et je peux vous assurer que le nombre de jeux était assez élevé. Ça m'a surprise moi-même. Où je me suis dit, c'est vrai que plusieurs fois, j'ai voulu tester des jeux, les lancer. Et effectivement, je pouvais jouer à la manette si je voulais. Mais si j'avais pas envie et que si j'avais pas de manette, je pouvais le faire autrement. Et pour le coup, je trouve qu'ils sont plutôt bien axés sur l'avenir. Donc ouais, peu importe la plateforme. Là où certains sont concertés d'une seule. Il y en a qui arrivent quand même à être sur 6000, j'avais pas vu cette stat. En tout cas, le chat est d'une lucidité incroyable. Évidemment, ils sont beaucoup à ne pas vouloir jouer en cloud, 50%, les réfractaires à toute forme de progrès, de trucs. C'est normal aussi, on n'aura probablement jamais l'expérience exacte en cloud gaming que sur une machine, en tout cas pas dans les prochaines années à venir très proches, mais ils considèrent réellement tous que le cloud gaming, c'est l'avenir. 43% des votants pensent que le cloud gaming, c'est l'avenir du jeu vidéo, que ça va simplifier probablement beaucoup de choses. Et même s'ils ne l'utilisent pas eux-mêmes, ils voient bien le marché s'orienter de plus en plus vers ça. Je réponds juste à une question rapide, de poser la question de l'impact environnemental du cloud gaming dans le chat. J'ai aucun chiffre à vous donner quant à ça. On en avait parlé il y a 1 an et demi ou 2, quand justement Stadia est en train de se lancer. Sur le journal, il y a beaucoup d'articles. Là, justement, je suis sur Siècle Digital qui revenaient dessus. Alors bon, là, c'était sur les années plutôt 2021. Il disait qu'on était 1 heure tous les jours sur un appareil génère en tout cas 1250 kg de dioxyde de carbone par an. Donc voilà, ça génère beaucoup. C'est beaucoup moins que de nombreuses industries qu'on évitera bien évidemment de nommer. En tout cas, peut-être écouter à l'occasion si vous voulez un sujet là-dessus, c'est pas impossible, on pourrait y retourner. Donc le cloud est évidemment une technologie polluante, les serveurs, les envois de données, ce sont des technologies polluantes, mais pensez bien que fabriquer des machines et les distribuer partout dans le monde, ça a un impact gigantesque aussi en termes d'empreinte carbone. On se dit souvent, regarde, ma machine elle consomme peu chez moi et puis je joue en local, donc c'est plutôt tranquille. Mais vos jeux, au final, vous finissez par les télécharger, donc vous, de toute façon, vous faites appel à des serveurs pour les télécharger. Souvent, vos jeux sont connectés, donc vous faites appel à des serveurs pour ça. En cloud gaming, il existe très peu de différence finalement entre Netflix vous stream votre jeu et une machine vous envoie un jeu vidéo. Et c'est sûr qu'en termes de ressources exploitées et de transport, on gagne au moins là-dessus. Maintenant, aucun système évidemment n'est parfait. D'un point de vue de l'avenir du cloud gaming, Foster, tu penses qu'on s'envole vers ça ?
Je sais pas si on s'envole forcément vers ça, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura une demande, ça c'est sûr. Ça fait justement déjà un moment qu'on parle à chaque fois, est-ce que la disparition des consoles, est-ce que machin, est-ce que bidule, est-ce que chouette. Tu vois après qu'il y a Nintendo qui te balance des trucs, motion capture, machin, etc. Tu te dis, au final, non. Je pense que le support sera toujours là, le support va de toute façon évoluer. Au final, ta clé USB, quelque part, ça... Enfin, j'allais prendre un raccourci qui allait trop gros. Je veux dire, quelque part, ta clé USB, c'est une console, non, évidemment. Mais je pense on va avoir, de toute façon, et on va arriver à des entre-deux de consommation. On a beaucoup parlé de Stadia. Le truc, c'est vrai que Stadia, alors certes, c'est Google, mais on se lance d'un coup d'un seul dans le jeu vidéo, d'un coup d'un seul dans le cloud. C'est genre beaucoup trop de nouveautés. On se rappelle, pour innover, c'est une étape après l'autre. Et là, justement, tu as beaucoup parlé de la stratégie de Microsoft. Elle est en effet excessivement intelligente. On commence à sortir une console un peu... très simple au final d'utilisation, d'accès au niveau de sa taille. Game Pass derrière. Là maintenant en effet t'as le cloud du coup qui a été instauré. Maintenant on passe sur cette clé USB. On va de toute façon je pense évoluer à un certain point là-dessus sur certaines demandes. Est-ce que le changement va être brutal? Non, je pense pas. Je pense qu'on est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Très curieux de voir aussi les impacts par rapport de toute façon de différentes connexions internet des gens, parce que qui dit cloud gaming dit connexion nécessaire et connexion puissante qui est nécessaire, donc c'est pas tout le monde qui va avoir accès à ça aussi également. Pareil, parce qu'il faut que tu aies un écran qui soit quand même très spécifique, donc au final, l'argent que tu n'investisses pas dans ta console, tu vas devoir l'investir dans d'autres matériels. Donc en vérité, je pense que c'est une question qui va se poser à bien des égards, à savoir est-ce qu'on fait le pas, est-ce qu'on ose le faire. En tous les cas, aujourd'hui, l'idée de me dire que je vais chez mon pote, j'ai une clé USB à prendre et j'ai toute ma bibliothèque avec moi, c'est quand même j'avoue, vachement sexy. J'avoue que c'est pas mal. Ouais. J'avoue que c'est vraiment énorme. Pas mal. Bien sûr, il reste toujours toutes les questions et voilà la qualité du jeu que j'ai et si j'ai des petites connexions. Je rappelle que même si on parle d'avenir, parce que comme les téléphones sont un peu l'avenir du gaming aujourd'hui, que la plupart du jeu vidéo va se passer sur vos supports mobiles, il n'est pas question de remplacer. Le téléphone n'a pas remplacé votre Elden Ring, il n'a pas remplacé votre Bloodborne. D'ailleurs, rien n'a remplacé votre Bloodborne sur PS4 actuellement, ce qui est un peu dommage. Mais c'est une solution en plus et ça permet de toucher un public toujours plus grand et toujours plus nombreux. En plus, comme une clé USB, tu le mets à jour et tu as la next-gen, tu vois, puisqu'il suffit juste de mettre à jour des serveurs pour avoir la next-gen et tu n'as pas besoin de lutter pour te procurer ta nouvelle PlayStation 5. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'entrée en marché est très intelligente et ça va continuellement évoluer. Tu voulais réagir peut-être, Lox, pour terminer ce sujet? En vrai, non, c'est une vraie question. Pour le coup, j'allais checker sur Internet, là. Alors, attendez, je vous la reprends. Qui demandait justement si l'aimbot était détecté. Alors, c'est TrashPackMet qui disait est-ce que je me trompe, mais l'aimbot n'est pas détecté sur le cloud. Aucune idée. Ça m'étonne, honnêtement. On rappelle ce que est le aimbot. C'est un truc, c'est un ordinateur qui permet de tricher et de viser. C'est le mode Dieu, genre je vise trop bien, quoi, alors que je n'ai pas touché ma souris. Dans les FPS, bien sûr. Ouais. Mais bon, en gros, ce serait n'importe quelle technique de triche qui pourrait être utilisée sur des jeux en ligne. Et il me semble que ça avait pourri Destiny 2 sur Stadia, mais alors, le aimbot. Je ne sais pas si ça n'a pas été corrigé jusque-là, mais excellente question. En tout cas, on ira se renseigner. Mais rien n'est pas patchable et rien n'est pas, en tout cas, rien ne peut être corrigé. En tout cas, pour tout ce qui est du cloud gaming, bientôt, vous allez pouvoir manger de la façon que vous le désirez le plus votre Game Pass. Choisissez la solution qui vous convient probablement le mieux. Le choix, c'est ça qui est aussi top. Maintenant, je dois bien vous avouer que la possibilité d'avoir accès à une grande bibliothèque de jeux vidéo pour pas cher, c'est quand même, moi, toujours quelque chose que j'ai trouvé d'assez formidable, ne serait-ce que pour l'accès évidemment à toute la culture vidéoludique. Bien sûr, il y aura toujours l'expérience premium de celui qui joue à son Forza Motorsport dans son Play-Sit avec son Fanatec Direct Drive à 10 000 balles. Mais c'est bien d'avoir une expérience à 50 balles avec des jeux de qualité aussi. Voilà, on regardera ça pour fin d'année et peut-être annoncé en juin, justement, dans la conférence Xbox Bethesda. On va passer aux sorties de la semaine avec Suri, les sorties de la semaine profondément indé. Cette semaine, c'est parti.
sorties de la semaine avec toi, Suri. Et cette semaine, il y a un vide gigantesque au niveau des constructeurs AAA, AA, qui du coup ne demandent qu'à être comblés par des sorties indé qui cartonnent. C'est ça, il n'y a pas grand-chose. Alors après, il y a toujours la mécanique de qu'est-ce qui est indé, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc., qui peut toujours avoir une limite un peu floue avec des titres un peu plus majeurs. Mais on est effectivement sur des sorties qui sont catégorisées comme indépendants par la plupart des sites. Et on va commencer tout simplement par le mardi 10 mai, demain, qui a énormément de sorties. Il y a 5 des 6 sorties que je vais vous présenter qui sont demain. Ah ouais. Donc, vous pourrez jouer dès le début de la semaine. Et le premier, c'est Eiyuden Chronicle Rising. Ah, le fameux, ok. Voilà, PC, Switch, PS5, bon, toutes les bonnes crèmeries, bien sûr. Mais c'est un peu... alors, ce qu'il disait, justement, côté JV, il disait que c'était l'enfant spirituel de Suikoden. Je t'avoue que je ne suis pas connaisseur. Alors, donc je te le demande. Eiyuden Chronicle, donc le jeu principal est l'enfant spirituel de Suikoden. Cette version Rising est un spin-off qu'ils sortent avant le jeu, mais qui a une action-aventure en vue de côté, qui est somme toute assez random, hein, je dois bien t'avouer, pour avoir fait le jeu. Tu m'as devancé hein, pour le coup. C'est effectivement le spin-off du futur épisode fondateur Eiyuden Chronicle 100 Heroes, qui a été, et ce titre-là a été annoncé en même temps que le report de 100 Heroes. Oui, il est très attendu. Donc pour le coup, ça va permettre de temporiser un peu. Jeu d'action RPG dans lequel on incarne CJ, une adolescente qui est tout juste arrivée à Nevea et qui va devoir un petit peu découvrir les événements qui précèdent ceux d'100 Heroes et aussi découvrir la plupart des personnages de ce futur opus. Donc on va pouvoir un peu explorer leur passé et CJ doit aller chercher de nouveaux trésors, mais aussi aider les habitants de la ville, forger des amitiés, une réputation pour avoir des compagnons afin de l'accompagner dans ses aventures. Et c'est développé par le studio japonais Natsume Atari, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs sur les Harvest Moon par le passé et est accompagné par 505 Games pour l'édition. Ok, on demande justement si le jeu aurait une version physique, cette version Rising. Je suis en train de regarder. Ça et m'a je ne l'air, crois pas. ça m'a pas l'air d'être le Et je ne type crois de pas. jeu à posséder des versions physiques. Ouais, je ne crois pas que le jeu soit d'ailleurs disponible en version physique. Sur Switch, là, je sais que récemment, vous avez eu en version physique Poki et Rocky, Andros Duno 2, dont le test est sur JV.com. Il y a même Snow Bros spécial, voilà, l'héritier d'un très vieux jeu d'arcade. Mais ouais, non, pas de version physique pour le moment d'annoncer sur i. Eh oui, alors pas de version physique, mais une version Game Pass, puisque le jeu Ah oui, ça arrivera c'est vrai. dès le Day One dans le Game Pass sur cloud, console et PC. Donc vous pourrez en profiter dès demain sur votre petit abonnement Game Pass. C'est vrai que c'est bien le Game Pass. Hein. Et, la propagande Game Pass va reprendre. Surtout pour des jeux comme ça. On nous dit d'arrêter de parler du Game Pass. En plus, on a une émission spéciale Game Pass ce soir à 20h30. Ce soir, on va jouer à Halo et à Forza. On va Quoi. croire qu'on est vendu. C'est quoi le troisième jeu? Je sais pas, mais j'ai déjà. Moi, j'ai retenu que les deux là. J'ai déjà peur de jouer à Halo, je viens t'avouer. Oula. Ah. C'est vrai que la saison 2, il y a beaucoup Ah, mais de c'est vrai que remous. non, mais les FPS, c'est toi, mais non, mais FPS. ouais, mais si ça va pas, tu lâches. Hein. FPS manette. Tu sais, Ken Bogard, FPS manette. Tu mets tout ça dans la même marmite, tu mixes, et tu sais, tu sors le plat pas frais qui te fait perdre de la vie quand tu manges. Ouais, je vois très bien, ouais. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Oui. Mais bon, ça me fait rire là. On est. On redit une dernière fois. Comment? C'est quoi ces Game Pass? Game Pass, mais oui, bah, se feront bien entendu démolir par les futures offres PlayStation Plus qui arrivent dès le mois de juin. Vous verrez, le monde va changer après ça. Jeu suivant. Alors le monde va changer peut-être aussi après Salt and Sacrifice qui sera le prochain jeu à arriver. PC, PS5, PS4 J'avoue. et bon, je pense que la plupart des gens savent de quoi il s'agit. C'est le Ska Studios qui revient avec le giron des jeux en action RPG avec Salt and Sacrifice qui est la suite de Salt and Sanctuary qui était sorti en 2016. On retourne dans le royaume d'Alterstone pour un mélange entre le jeu de rôle et le platformer particulièrement difficile et exigeant. On parlait de Dark Souls-like. C'est un Dark tout à Souls l'heure. 2D, lui. Hein. Ouais. Ouais, on a un certain niveau d'exigence aujourd'hui et Ah oui. c'est voilà. Moitié de Se fait barre. détruire. Ah, il y a du ragdoll. Hein. Ah oui. Ah ouais, en plus je me souviens ce moment-là, je crois qu'on l'a vu dans un précédent lunch play.
Je me souviens pas, mais je me souviens de ce moment-là où il se prenait des tartes. Non, mais tout à Exactement l'heure, on est d'accord, il y avait le son du jeu. Quand on a entendu le pfff, comme ça, c'était quand il tuait quelqu'un. Ouais, il me demande à Paul. c'est non. Ok, d'accord. Incroyable. C'est Paul qui fait montage. n'importe quoi. Et en effet, on en avait parlé dans la chronique des futurs Souls-like Ah oui. importés, me semble, Yes. par Adibou sur Exactement. Mhm. le Lunch Play. Donc forcément la marque fabrique de cette licence qui quelque part fait quand même très RP avec le scénario. En soi on incarne un criminel qui pour éviter la peine capitale s'est dit bon je vais passer du côté des inquisiteurs et je vais aller pourfendre les mages hérétiques dans tout le monde entier. Dit comme j'ai. Et pour le coup, les éliminations vont nous permettre de fabriquer des armes, des armures, apprendre à manipuler la magie de nos victimes. Et il y aura d'ailleurs du multijoueur. On peut faire équipe avec un autre inquisiteur pour jouer en coop en ligne, ou alors que ce soit une partie complète ou une session rapide à entrée et sortie libre, ou alors participer à des joueurs contre joueurs assez sympa. Et c'est actuellement en précommande sur l'Epic Game Store au prix de 15,99. Let's go, parfait, 15,99. Eh bien, écoute, impeccable. Le jeu a l'air excellent et visiblement, il y a de très bons retours. Beaucoup de personnes dans le chat qui ont hâte de toucher au jeu. Le premier avait déjà été encensé par la critique. Ok, Salt et Sacrifice, visiblement. Valeur sûre, troisième jeu indé de la semaine. Songs of Conquest qui arrive sur PC lui aussi demain. C'est le studio Lava Potion qui est un petit studio Lava à Potion. Göteborg en Suède et qui est composé de 4 personnes et c'est leur tout premier jeu et forcément il y a des inspirations qui sont tout à fait assumées à Total War et Might and Magic. On est sur un jeu au tour par tour avec des éléments de RPG où on va bâtir un royaume, lever une armée et contrôler deux puissants magiciens qui sont appelés les Wielders. Il y a de claires inspirations donc, mais il y a aussi cette notion de communautaire puisque les développeurs sont très à l'écoute sur leur serveur Discord ou alors sur leur forum Steam. Au total, on a le choix entre 4 factions, les Arleon, les Baria, les Rana et les Barony of Loth. Et 2 campagnes sont à disposition avec du multijoueur en local ou en ligne. Et il va falloir donc accomplir des quêtes pour emporter des trésors, affronter des monstres, optimiser nos bâtiments. Les classiques finalement du jeu d'aventure et de stratégie. Et pour le coup, j'ai mis aussi pour la régie le petit lien du studio de leur site parce que c'est assez sympa de voir les mecs pousser le délire très loin. Tu sens que les mecs ils sont imprégnés finalement de cet univers de stratégie parce que sur leur site ils ont carrément full cosplayé le truc et ils s'appellent programmeurs paladins ou des trucs comme ça. Ça fait toujours sourire de voir des petits studios comme ça qui se mettent sur leur premier jeu et qui sont passionnés de base par tout cet univers un peu d'Heroic Fantasy. Magnifique, regardez, ils se donnent à corps perdu dans leur jeu, bien entendu, quand la vraie vie dépasse le jeu vidéo. T'es rôliste toi, un peu Alors j'en ai fait très peu au lycée parce que j'avais un pote qui nous spammait pour en faire, méga drôle, mais du coup ça s'arrête là. Super, le pote que vous avez, genre. Le pote relou qui va absolument qu'il fasse sa fiche de perso, c'est Le ça. mec qui nous a spammé, on l'a jamais cala. Ok, je l'ai très mal vendu. Il nous a fait vivre une expérience qui était en vrai méga cool parce qu'on a refait. Juste on a perdu contact malheureusement dans la suite. Vous savez ce que c'est, la vie, tout ça. Mais du coup j'ai jamais eu l'occasion d'en refaire. Mais non, c'est voilà, pas très rôliste de fait, mais j'ai pratiqué. Évidemment, il a pratiqué le rôlisme un tout petit peu. On s'est tous essayé au rôlisme. 4e jeu indé de la semaine, incroyable. Ah bah là, lui, je pense que tout le monde va connaître forcément. C'est la revue de Pauline, c'est ça là. Hein ah bah écoute, les jeux indés, forcément, c'est une de mes sources, les sorties de indés de la semaine, parce que parfois c'est un peu compliqué de trouver tous les calendriers qui regroupent tous les jeux indés, donc ça fait partie aussi des articles que je consulte. Tous les lundis à 8h, il y a les 7 sorties de la semaine indés à suivre sur JV, donc ça fait partie aussi de ça pour me permettre de vous délivrer cette chronique. Et il y a This War of Mine Final Cut qui arrive également demain, PC, PS5, Xbox Series, et c'est l'ultime édition remasterisée du jeu qui est sorti en 2014 et qui contient toutes les mises à jour et extensions gratuites sorties jusqu'à présent. Alors comparé au précédent, on a clairement en termes d'ajout un nouveau scénario classique, tous les lieux de This War of Mine Stories au jeu original, l'ajout de nouvelles quêtes et d'événements dans les lieux de Stories, lieux du jeu original qui sont remasterisés, un tout nouveau personnage et la version standard du jeu bien entendu. Et si vous ne connaissez pas This War of Mine, on est dans la peau d'un groupe de civils meurtris par la guerre et le but c'est de rester en vie jusqu'à la fin du conflit. C'est ça. Le jour, il faut essayer de déambuler dans notre abri et éviter les attaques de snipers, et le soleil couchant, eh bien il faut aller explorer pour ramener quelques vivres à la maison. Exactement, c'est pas
du post-apo, hein, c'est vraiment dans une ville assiégée par la guerre. Comment est-ce que tu réussis à survivre sans quitter justement la ville? Un jeu tristement d'actualité, malheureusement. Prochain jeu indé. Alors ça, on va pouvoir en reparler plus longuement jeudi, mais c'est We Were Here Forever. Sur PC, PS5 et Xbox Series, le 4e épisode de la série des We Were Here, qui a débuté en 2017 avec justement ce titre-là. Jeu de réflexion en coopération qui a eu 2 autres titres avant ce 4e opus, c'est We Were Here 2 et We Were Here Together. Et ici, on part dans un manoir aux allures de prison horrifique nommé Castle Rock, en plein milieu de l'Antarctique. Malgré la distance, eh bien, on doit communiquer avec forcément une espèce de petit talkie-walkie et ne jamais rompre la communication parce qu'on est les yeux et les oreilles de son coéquipier, ou alors on est celui qui va devoir écouter les instructions. C'est le mode coopératif à 2 joueurs. On a déjà vu chez pas mal de monde en stream aussi. C'est pas mal joli. C'est trop bien. C'est vraiment sympa. Jouer au jeu. Il n'y a même pas, à réfléchir. Si vous voulez être 2 et vous voulez vous faire une expérience qui est vraiment méga cool en coopération du coup asynchrone, bon, faut 2 PC de fait par contre, mais jouez au jeu, juste jouez-y. Toute la série. En plus, si vous avez un doute, genre testez les 3 jeux avant. Ils coûtent pas cher, ils coûtent que dalle sur Steam. Il me semble que le premier est gratuit, je te remercie Paul de confirmer. Donc juste faites-vous un test, vous connaîtrez le feeling, vous comprendrez pourquoi c'est trop bien et testez les 3 autres jeux derrière, ça va être une tuerie, j'attends trop ce jeu. Alors si vous ne l'avez pas compris, Foster est assez fan évidemment du genre et il viendra d'ailleurs vous reparler de ce genre de jeu asymétrique jeudi dans le Lunch Play dans une chronique complète. Je quitte plus le plateau. Voilà, ravi de te retrouver encore une fois. J'ai hâte d'en apprendre un peu car mes expériences de jeux asymétriques se limitent évidemment à Mario Party, 10 sur Wii U et c'était particulièrement voilà. J'ai pas d'autre mot que voilà, en vérité. Prochain et dernier jeu indé dans les sorties et non pas des moindres puisque le jeu du film. Voilà, Evil Dead The Game, tout simplement, qui sort dans toutes les bonnes crèmeries. On est en train de repartir dans la quête des Onzons et compagnie, même si The Walking Dead est en train d'arriver à sa saison finale. Et bien ici, c'est un autre film, une d'autres références qui vont avoir lieu. On va incarner Ash Williams, ou l'un des amis de la franchise emblématique Evil Dead. On a Scotty, Lord Arthur, Kelly, Maxwell, et on travaille de concert dans un jeu qui est rempli de séquences d'action multijoueurs en coop et joueur contre joueur. Soit on joue dans une équipe de 4 survivants, on doit explorer les alentours, récupérer du butin et faire face aux différents monstres. Soit on peut jouer aussi du côté des démons, les démons de Kandar, pour traquer Ash et les autres personnages, tout en possédant entre autres des cadavéreux et des objets d'environnement pour avaler leurs âmes, tout simplement. C'est joyeux et tout ça, et ça sort le vendredi 13 mai. Forcément, évidemment. Ça ne s'invente pas. C'est un vendredi 13 c'est cette vendredi semaine. 13, bah oui. Ça ne s'invente pas et ce sera au prix de 31,99 sur l'Epic Game Store. Est-ce qu'on a hâte ça, Lox? Mais non, mais moi je suis pas, faut pas me demander à moi, je kiffe trop la licence, donc forcément je suis une Yankee. Donc moi je vais te dire mais c'est trop bien, chaîne de Evil Dead. Moi je vais voir mon livre et tout. Non, mais la chose. Non mais en plus. Moi j'aime bien parce qu'au niveau des chara design et tout, en fait, ça colle avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on voulait. Donc pour le coup, moi je suis très... Comment ça? Je vois le combat, il se moque le combat à la tronçonneuse. Et alors, tu as un fusil aussi. J'avoue. C'est vrai qu'on retrouve pas mal, un sacré bonhomme, notre des fans du genre, des fans des films Evil Dead. On est vraiment sur quelque chose qui va respecter davantage la tradition, l'héritage de ça. C'est vraiment fan service à 100% et assumé. C'est pas un des pires trucs à utiliser en cas d'attaque zombie, justement, la tronçonneuse. Non seulement ça fait des dégâts au corps à corps, mais ça fait un boucan du diable indiquant où tu te situes. Et tu dois avoir du carburant. Et tu dois avoir du carburant. On est probablement sur la pire arme je pense que l'histoire, non la tronçonneuse fait partie des pires, clairement. C'est terrible. Bien sûr. Mais bon, ça reste. Mais bon, on prend ce qu'on a sous la main après tout. En cas d'attaque, on fait. Voilà. Bien sûr, en cas d'attaque zombie, j'ai KO qui a visiblement toutes les. On a tous KO avec nous.
KO, elle a fait le MOOC en cas d'attaque zombie. Elle a déjà préparé une voiture pour s'enfuir et tout, pour survivre dans la nature. Elle a tout de setup à domicile. Tracteur, HLM, grenade. Je sais qui contacter sur WhatsApp. Tu vas voir KO qui conduit la voiture, t'as Lox qui a balancé des cocktails Moi, je molotov. serais dans les terres, là. Je vais voir directement tout ça. Petit point sur les sorties Game Pass de la semaine. Oui, bon, j'en ai parlé, Eiyuden Chronicle qui sera dispo dans le Game Pass. Également demain, This War of Mine Final Cut. Pourquoi le Game Pass est aussi incroyable? Eh bien, puisqu'il continue à mettre ce genre de petits jeux. Il y a toujours Citizen Sleeper d'ailleurs, qui vient de la semaine dernière. Trek to Yomi aussi, c'est très important. C'est des jeux qui sont excellents. Et il y a bien sûr NHL 22. Alors peut-être qu'il correspondra à un public plus de niche, nous, dans nos contrées européennes, parce que c'est très américain. C'est la Ligue de hockey en Amérique, numéro 1. Et c'est forcément l'édition 2022. Ce sera dispo sur console via l'EA Play le 12 mai. Et j'oublie toujours que 6 mois plus tard, tu peux jouer à tous les jeux Electronic Arts dans l'offre. Tu dis, si un soir, tu dis, tiens, je vais faire un jeu de hockey ou de foot US. En fait, tu peux. C'est assez formidable, mais ça n'est pas aussi formidable que les jeux PS Plus du mois. Et oui, les jeux PS Plus du mois, ce sont les meilleurs qui existent. FIFA 22 tout simplement, qui sera disponible ce mois-ci, du 3 mai au 6 juin sur PS4 et PS5. Mais il y a aussi Tribes of Midgard Attendez, et Curse vous of the avez Dead Gods. Non mais Tribes of Midgard, c'est trop stylé de ouf, hein. Et oui. Attention, hein. C'est le jeu vu Et du c'est pour dessus. ça que Ken nous dit que ce sont des jeux absolument incroyables comme le PS Plus. Ah oui. Oui, vous avez rigolé, vous m'avez fait douter 2 secondes là. Là, t'as commencé avec FIFA, donc j'ai souri avec vous, tu vois. Non. Mais là, je vois Tribes of Midgard. Et arrêtez d'être médisant. Le Attention. PS Plus, ça envoie du lourd des fois niveau jeu, 1 mois sur 2, mais ça envoie du lourd. Non, mais en vrai, c'est 3 bons jeux. Hein. Ouais. Exactement. Et je vous rappelle que là, c'est le dernier mois réel du PS Ouais, Plus c'est vrai, tel qu'on on le prend pas connaît. juin. Exactement. Après, en juin, il y aura très probablement encore des jeux offerts. D'ailleurs, dans le PS c'est Plus, conservé, hein. essentiel. Ouais, c'est Ouais. conservé. Conservé, Mais en plus, avec nouveau, les non. versions Eh oui. extra et les versions premium, vous allez pouvoir jouir d'un catalogue je le vois d'ici. gigantesque de jeux vidéo. Je vois d'ici Tout à pour ma fait. chronique des sorties toutes les semaines, je vais être là en mode. Alors c'est dispo pour la version de base, mais pas la version premium. Enfin, je vais Toi, m'en t'as mêler déjà, avec toutes les formes. t'as déjà travaillé avec PlayStation, non? Non. tu sais à quoi t'attendre. Évidemment, on verra bien entendu au mois prochain. Du coup, pour les jeux PS4 disponibles sur PS5, que si tu veux la version PS5, il faut la payer que sur PS5. On verra si ça sera le cas ou si cette version PS Plus nouvelle génération, eh bien, tient toutes ses promesses. Même si Suri, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour les sorties de la semaine et on passe avec le Lox pour le reste de l'actu. En bref, c'est parti, chacha. Et comme ça, là, ils sortent tous du truc. Le pauvre. Tu sais que moi, dès qu'on fait ça, j'ai Jackie Chan en tête. Mais moi, Là, j'ai pas du tout la moi, même je pense chose. à ce pauvre Nanix qu'on embrasse. Ouais, qui on s'est lui fait plein de gros bisous et plein de piquer force. son téléphone, c'est terrible. Ouais. Absolument terrible. Mais bon. Alors le pire, bah justement, on va rester dans le délire de Gotham, hein, visiblement, hein, puisque ça s'étale. Hein. Il n'y a pas que là-bas. On a des nouvelles de Gotham Knights. C'est des nouvelles qui devraient vous plaire. Hein. On vous le rappelle, après que Batman se soit fait plier en 2 par notre ami Bane. Eh bien, il semblerait que Gotham Knights, eux, se décident à se plier en 4 pour nous faire plaisir. Puisqu'on le rappelle, hein, le jeu est prévu pour le 25 octobre prochain. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, écoutez, c'est via sa petite page PlayStation. Voilà, qu'on voit un utilisateur Reddit du nom de Suspicious Tension 19, voilà, j'ai fait à moitié français, à moitié anglais, 19, hein, si ça vous fait plaisir, qui a partagé du coup une capture d'écran qui est vérifiable, puisqu'il nous suffit d'aller sur le site, de cliquer et de constater par nos propres yeux ébahis qu'effectivement, eh bien, le jeu, il paraîtrait, pourrait être jouable jusqu'à 4 joueurs en ligne. Alors jusqu'ici, c'était pas du tout ce que Warner nous avait normalement prédit, voilà. 4 joueurs. Ouais. C'est affiché là, donc lui il a juste partagé le screen en disant je ne comprends pas le jeu qui est annoncé comme étant jouable uniquement en solo ou à 2.
Ouais. Maintenant, c'est 4. Après, c'était logique par rapport à ce que nous avez présenté. Hein. Alors, on rappelle des petits personnages jouables. Alors, je vous le rappelle, Batman n'est pas jouable dans cet épisode-là. Non. Pas du tout. Par contre, on pourra y incarner Batgirl, Red Hood, Nightwing ou encore Robin. Et qu'est-ce que ça fait? Ils sont 4. Ça fait 4. Ouais, ils sont 4. Du coup, est-ce que ce serait pas une petite surprise, un One More Thing du Summer Game Fest que vient de nous trouver, hein, Imagine le jeu en coop à 4, quoi. Mais... Ah ouais, c'est quoi ton petit détail, Polo, que tu viens de voir sur la vidéo? Dis-moi. Oui, bah c'est un des personnages. Et du coup, ça serait également en Join the Session. Ouais, mais alors, à la base, c'était 2 en fait. Donc ça, c'était pas un problème à l'époque. Ouais. On t'a pas entendu? Ah, excusez-moi, Paul. Alors, vous n'avez pas Paul entendu, vient de nous dire au passage, on vient de voir justement Robin join the session, comme quoi quelqu'un pourrait venir vous rejoindre. Mais comme il était prévu de pouvoir jouer à 2, c'est vrai que personne n'a été plus alarmé ou alerté que ça. Et effectivement, maintenant qu'on voit très clairement écrit sur la page de descriptif du jeu jusqu'à 4, trop bien. J'espère, les gars, j'espère que c'est une surprise que nous attend. Trop bien, bah oui. Et ce Gotham Knights va être incroyable. J'espère que ce sera disponible plus rapidement que le coop de Halo, en tout cas. 25 octobre 2022 pour la sortie du jeu. Si tout va bien, la coop sort le jour de la sortie, tout simplement, comme ça devrait. Croise les doigts. Un jeu d'été très attendu. Dans le reste de l'actu, bref. On continue avec cette fois-ci un nouveau clone de Mario Kart. On nous a présenté le clone Mario Kart de Disney. Bien écoutez, il y en a un de plus et cette fois-ci c'est à la sauce Apple. Ça va s'appeler Warped Kart Racers. Ok, vous aurez pu faire encore plus compliqué. Warped Kart Racers. Ouais. C'est les Warped Kart Racers. La course des kartings téléportés. Exactement. Oh. Ouais, et ce sera donc un jeu Apple dans lequel on retrouvera notamment les personnages de Family Guy ou d'encore de American Dad, de King of Hill et même Solar Opposites, à défaut d'y retrouver Rick et Morty tout simplement. Voilà un... j'ai un American Dad. Ouais, moi ce sera Roger ici. J'avoue, Roger. Ouais, Roger il est tellement au-dessus. Mais écoutez, une énième copie, est-ce que ça fait pas beaucoup de copies de Mario Kart en vrai? Il y avait Nickelodeon, il y avait tout ça. Là on a le Nickelodeon, on a le Apple, on a le Nintendo. Au même titre que chaque console Nintendo a son Mario Kart, je pense que c'est normal que chaque console au global ait son jeu de cartes. Tu vois, c'est un jeu de course, ça fonctionne, on sait très bien que le design marche. Tant qu'à faire, autant donner accès à ce genre de jeu à tout le monde. C'est des jeux qui sont faciles à faire, très difficiles à rater, je pense. Donc ça fait sens et c'est tant mieux, ça donne accès à tout le monde à des bons jeux. Et ça date pas d'hier, hein, puisque depuis l'ère Super Nintendo, quand Super Mario Kart est sorti, le jeu a été copié à l'infini. Souvenez-vous de Street Racer ou de tous ces jeux-là qui copiaient littéralement Mario Kart. Chocobo Racing, ensuite sur PlayStation 1, Crash Team Racing aussi sur PlayStation 1. Ils reviennent tous. Exactement. La PS2, on était gavés. Ensuite, on a eu les Sonic All-Star Racing. Enfin, ça, on s'en serait passé, mais bon. C'est des copies sans être des copies. Hein. C'est juste des jeux de course avec des mascottes. On les appelle des clones aussi bêtement, Mais le jeu vidéo, c'est que ça. Hein, bien sûr. Il y a la même avec Smash. Alors je me perds toujours dans les différentes compétitions. Il y avait Nickelodeon All-Star. Il y a le truc de Warner là. Il y a Multiversus, etc. Bon, tu parles d'un jeu de combat, hop, là, ça fait toutes les copies à l'infini, quoi. Let's go, voilà. Bon, en tout cas, si vous êtes plutôt cartes tout court, voire Mario Kart plus que même le kart, on va continuer dans les cartes, les gars. Ah oui, j'avoue, un autre truc de cartes, j'ai encore super intéressant. Un autre truc de cartes à vous présenter cette fois-ci, c'est le Battle Kart qui débarque à Paris. Est-ce que vous connaissez le Battle Kart? Vous connaissez Battle Kart ou pas? Non, ça vous dit rien du tout? Pas du tout, c'est parfait, puisque visiblement personne n'en a vraiment entendu parler. Et bien voilà, c'est une nouvelle expérience de cartes qui vient d'ouvrir donc au parc des expositions de Villepinte au Hall 1 tout simplement. C'est des cartes qui roulent en gros sur un immense écran de cinéma où en fait vont être projetées différentes animations, des circuits. Donc vous allez pouvoir en gros y jouer tel un Mario Kart, c'est-à-dire envoyer des flaques, envoyer des missiles et lorsque vous allez les envoyer, par exemple toi je te tire dessus avec une mitrailleuse, ça va arrêter
arrêter ton véhicule, tout simplement. Et voilà, on a des bonus d'ailleurs qui s'activent dès qu'on passe sur des cases spéciales donc, qui sont prévues pour. Donc grosso modo, tu conduis un vrai kart, sauf que là, tu es dans ton Mario Kart. Il y a plusieurs modes d'ailleurs qui sont disponibles. On a donc le classique qu'on vient de voir, hein, c'est juste une course de base. Mais tu as aussi du coup le mode coloriage de cases ou encore la version foot. Hein, on pourrait penser à Rocket League. On a un clone de Snake, on a aussi un mode de bataille contre un virus. Alors il faut savoir que le concept est né en Belgique. Ils ont déjà quand même 5 succursales déjà présentes sur leur territoire. Il y en a également 2 en Allemagne. Et maintenant, forcément la France y passe aussi. Rassurez-vous, vous allez me dire ouais, la semaine dernière vous avez parlé des trucs qui étaient qu'à Paris. Et ben non, cette semaine on vous parle de trucs qui sont en Belgique, en Allemagne mais aussi en France. On en retrouve donc à Nantes, à Tours, à Metz et désormais à Paris avec plus de quand même 2000 m². Et il faut savoir qu'on peut y aller et y jouer jusqu'à 12 joueurs. Oh là là, regardez, il y a le mode Snake juste derrière. En fait, ce qui est génial, c'est que, regardez, vous pouvez jouer à Rocket League aussi au foot car. Ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, la piste, c'est, comme tu dis, un écran de Cinoche. Donc en fait, tu fais le circuit que tu veux sur l'écran de Cinoche et tu fais même les modes de jeu que tu veux sur l'écran de Cinoche. Et il y a plein de modes de jeu différents. Dessus en réalité augmentée, c'est stylé, non? C'est incroyable, les possibilités sont juste infinies, c'est juste génialissime. Je sais pas si c'est aussi fun que ça en a l'air, mais ça va. Dans le chat ils disent que c'est très lent. Ouais, tu vas pas avoir de la nitro en fait. L'écran, la piste est assez petite en vérité. Non, surtout quand d'habitude tu fais du kart, t'as un circuit qui est déjà prédéfini, donc tu sais à peu près ce que les gens vont prendre. Là, les circuits vont toujours changer. Là, tu sais pas du tout comment les joueurs vont décider d'agir. Tu vois, quand d'habitude tu prends un virage pour prendre un virage, là tu prends un virage pour taper un ballon. Enfin, tu sais what the fuck. Donc forcément, je pense que ça va tellement être le bordel au niveau des joueurs qu'il vaut mieux que ce soit lent sur en tout cas les premiers échantillons de réalisation, quoi. Après, s'ils ont ouvert 5 salles en Belgique, à mon avis, c'est que ça plaît. Quand même, tu vois. Plusieurs en Allemagne, et là, on arrive quand même à un total de 4 salles en France. Là, tu vois, on disait que chaque console avait besoin de sa copie de Mario Kart. La vraie vie devient une console et avait besoin, elle aussi, de sa copie de Mario Kart. C'est fantastique. Mais la réalité augmentée comme ça ouvre pas mal de potentiel. Alors, je vais répéter parce qu'on me demande si c'est un écran. Alors, j'ai dit... Les cartes roulent sur un immense écran. C'est comme un écran, vous voyez bien. Un écran de cinéma juste... Après, je vous expliquer, c'est des projections tout qui se font sur le sol. Et donc là, on calcule justement où est-ce que vous êtes. Il y a des cases qui sont prévues. Par exemple, vous me disiez que la vitesse est lente. Bah ouais, en fait, comme dans Mario, quand t'as pas de champignons. Ouais. Voilà. Donc là, t'as des champignons. Donc en fait, effectivement, ta voiture va être en rodage. Ça veut dire que tu vas être bridé à une certaine vitesse. Et dès que tu auras ton bonus ou ton champignon, effectivement, tu vas peut-être débloquer une vitesse. Non mais incroyable. Il faut qu'on essaye. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est parti. Ça ressemble un peu à des autotamponneuses dans l'idée où vous êtes sur un ring d'autotamponneuse. C'est ça, c'est un ring d'autotamponneuse. Les collisions en moins, ou en tout cas la violence des collisions en moins, même s'il y a l'air d'avoir quand même des bonnes grosses, des bons gros pare-chocs. Voilà, du coup je vous rassure, tout n'est qu'animation, projection, on ne se lance rien sur la vraie gueule. Je crois qu'on a vu le même message sur le chat. Non mais en plus c'est du second degré, mais je kiffe justement parce qu'on rigole beaucoup. Ils nous avaient tous invités à l'ouverture, il me semble, il y a quelques années, de leur première salle en Belgique, et ça a été impossible, il me semble, de trouver un timing où on pouvait streamer depuis là-bas, mais on se fera un plaisir d'organiser un petit Jiri Jumpé. Justement, là-bas. On enchaîne en parlant un peu de Terminator. On va parler de Terminator exactement avec, écoutez, Nacon. Voilà, Nacon. Nacon est là. Oh, j'aime bien vous trigger un peu, laissez-moi. Bref, Nacon Studio Milan, qui en fait vient juste d'ouvrir un nouveau studio, comme je viens de vous le mentionner. Grosso modo, ils vont intégrer Race World, qui est un studio italien qui est derrière, donc un jeu de simulation, un Rims S Racing, qui donc d'ailleurs va continuer à développer des jeux de course et de simulation. Mais une seconde équipe, elle va être présente là-bas et sera chargée d'intervenir et de concevoir des jeux d'action et d'aventure. Voilà, donc l'équipe. On sait qu'il planchait déjà sur un petit jeu de survie. On nous avait mentionné justement une des licences de cinéma les plus populaires du monde. Et là, il y a eu un petit live, une petite vidéo partagée par le studio, par le CEO lui-même, Marco Ponte, qui donc présente ses équipes en charge du développement, comme ça. Et puis là, ils disent, on vous balance de artwork, qui nous montre une ville, comme on la voit, avec un petit décor apocalyptique. Et regardez bien, juste au-dessus, là, au-dessus de ma tête, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien oui, c'est l'Alamo Sport Shop. Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas sur cette photo. Aussi, c'est lui. Attendez, je le vois pas, c'est trop petit. Bref.
C'est sur l'autre, je crois que c'est sur la deuxième. Mais c'est celui-là, hein, je vois pas, mais je te crois. Grosso modo, est-ce que ça vous parle si je vous dis l'Alalmo? L'Alalmo? Ouais. Non. Sport Shop, une boutique d'armurerie, une armurerie, gun and store. Un truc d'armes à feu? Une armurerie dans un film Terminator. Pas Vous l'avez dit. Ouais, mais j'ai. Non. En plus, c'était le titre de la news, quoi. Il y a- C'est ça. Non mais, Hein, non, mais je n'arrive pas à me souvenir Non. de l'armurerie Mais à la mot dans c'est- Terminator. Mais c'est normal, c'est parce que, comme on le disait, c'est un fan très particulier et c'est les fans de la licence qui, Ah oui, bien d'accord, ok. évidemment, ont On est d'accord, c'est repéré pas un ça. truc ultra obvious. Bah non, c'est pas obvious, D'accord. évidemment. Ok, donc le En clin tout cas, d'œil est là. Sauf si vraiment tu connais parfaitement, Ok. vraiment parfaitement sur le bout de tes doigts bon, je vais pas dire chaque détail parce que ça reste quand même un gros truc, mais voilà, ça reste une jolie ref, en tout cas une ref qui a mis même pas une demi-heure avant d'être trahie par un Bien des fans. À peine sûr. l'artwork partagé, tout le monde a découvert de quelle licence se trouvait derrière ça. Donc voilà, un jeu Terminator de survie qui va arriver d'ici peu. Trop bien. Let's go. Eh bien, écoute, on prend en tout cas tout ça, la série Halo, Oui. dont on vous parlait justement la semaine dernière, bat des records. Effectivement, vous avez pu voir sortir alors à la fois sur Canal, on Canal parlait chez de nous, ouais. Paramount, exactement. Et Paramount Plus également, partout ailleurs. Et écoutez, la série se porte plutôt pas mal, elle rencontre le succès au travers de plusieurs records, une bonne chose pour eux. Un gars du coup de 6,8 millions d'abonnés à son service depuis la sortie de la série. C'est-à-dire qu'on comptabilise actuellement au total 40 millions d'abonnés sur la plateforme. Donc un petit plus 6,8, quasiment plus de 7 millions grâce à la sortie d'une série. Alors après, faut pas croire non plus, le catalogue est assez riche. On retrouve pas mal de Star Trek entre autres dessus. Donc forcément, ça ramène beaucoup de monde. On va taper dans les fan services quand même assez solides. Du coup, voilà, 4,6 millions de visionnages, on vous le dit, c'est un record pour le lancement sur la plateforme MyCanal à l'heure actuelle. Donc ils sont assez heureux pour leur part de pouvoir porter justement la série Halo sur leur service. bah écoute, impeccable, let's go, let's go, j'ai envie de dire, GG à eux, la série plaît, dans la review qu'on avait eue ici, ça divise, mais... C'est ça, alors du coup je vois là, tu vois, il y a plein de retours, j'aimerais bien savoir parce que à partir d'un certain épisode, j'ai l'impression que la tendance change. Voilà. On continue dans la petite actu. Vous êtes chaud? Ouais. On est chaud, on va parler un peu de League of Legends. Ouais, pas vraiment en soi, on va surtout parler du triomphe de la France. Une fois de plus, On va parler de Kamel encore. On le savait, la LFL avait... Non, la LFL avait déjà prouvé sa suprématie, je puis dire. En envoyant d'ailleurs 4 de ses équipes, tout simplement, sur ce main event que sont les European Masters Championship. Et là, vous avez pu le voir, 3 équipes en demi-finale. Ah, quand même, mais où est l'Europe? Écoutez, dans les chaussettes de la France. Puisque oui, une demi-finale qui s'est très bien passée, puisque ça aurait pu être un deuxième titre d'ailleurs pour les LDLCOL, l'équipe de Tony P, comme aussi. Et favori, non, il me semble. Qui faisait partie des favoris, effectivement. Avec son bout de pain en bouche, je suis mort. Elle est favori. Moi, je me dirais que c'est le lunch play. Bah ouais. Et là, effectivement, on a droit à une 3e victoire consécutive pour les Carmine. Un back-to-back avec qui s'impose avec un 3-1 quand même. Très beau match. C'est leur tournoi. En fait, moi j'ai envie de dire c'est juste une finale de plus pour la LFL. Voilà. C'est ça. Faut dire ce qui est en fait. En plus, le DLCOL avait fait un très gros début de tournoi. Je crois qu'ils étaient en 6-0 dans la phase de groupe et ils avaient complètement géré leur bracket. Ils n'ont pas perdu une seule Et game. en plus, ils avaient détruit Agorog, en 12 qui était les derniers représentants non français. Et en plus, le DLCOL, c'était ceux qui avaient battu la Carmine Corp, qui les avait envoyés dans le loser bracket lors des playoffs de LFL. Ils étaient bien favoris. Et puis c'est eux qui ont gagné la LFL. Il y a 12 victoires de suite pour le coup. On s'est dit, écoutez, la 13e sera peut-être la bonne. Ça s'est joué sur quoi au draft, comme d'habitude dans ce jeu de chiasse? Alors non, en vrai,
Au début, oui. Je pense le mental. En vérité, tu vois. Quand t'es là, tu sais que tu fais 12-0, t'es pas inquiété ni quoi que ce soit, et d'un coup d'un seul, t'arrives, tu mènes 1-0, puis d'un coup tu te prends 1-1, tu titubes, tu fais on a fait des erreurs, mais en fait, attends, mais est-ce qu'on a déjà fait des erreurs par le passé? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Et en fait, ils ont pas été mis à mal, et je pense qu'après, quand t'arrives à 1-2, la pression monte, et je pense que ça s'est surtout beaucoup joué là-dessus. Bravo, Ouais. bravo. En tout cas, GG, un succès de plus. hein, GG pour à un- toutes les équipes françaises, que ce soit Vitality, LDLC ou bien Ouais. Carmine, merci de nous représenter et de nous porter aussi haut Dommage qu'on en dans les verra compétitions. jamais une en LFL. Et enfin en LEC, je veux dire, c'est dommage. Oh. Attends, tu sais pas, peut-être que dans quelques années, la finale de la LEC, c'est toutes les anciennes équipes de la LFL. On verra toujours rêvé. tout ça. Non, on peut toujours rêver. Mais en tout cas, voilà. Pardon, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que les Espagnols ont bien fait. Bref, on va continuer nos actualités. C'est juste par rivalité européenne qu'on est ravis, évidemment. On continue Aimez-vous avec les uns les autres, notre- bordel. notre ça suffit hype. maintenant. Mais nous, on aime tout le monde, sauf ceux qui nous aiment pas. Non, mais même ceux qui nous aiment pas, on les aime. Ouais. Venez jouer avec nous. Ouais, Jouez à venez League of- jouer avec jouez- nous. jouez à Enfin, League of essayez du moins. Du coup, Happy Birth Game. Et oui, vous le savez, tous les jours, c'est l'anniversaire d'un jeu, peut-être votre jeu préféré. D'ailleurs, et aujourd'hui, on fête, écoutez, un super bel anniversaire à Soul Blade sur PS1. Soul Blade, tout à Soul fait. Blade, alors oui, Soul Blade, je vous le rappelle, c'est quel le jeu de tout premier légende. opus de la série Soul Calibur en 97. Oui, un jeu de combat en 3D où chacun des combattants, on le rappelle, possède d'ailleurs leurs propres armes. Le but, c'est du versus, les gars, va falloir sortir l'autre de l'arène et voilà, éjecter ses adversaires. Et voilà, le jeu avait été d'ailleurs un gros succès puisqu'on le rappelle, il présentait pas mal de modes de jeu disponibles en plus d'avoir une histoire ultra riche à côté. Donc un jeu qui a plu et qui a été les prémices d'une grande licence. En fait, j'ai l'impression qu'à l'époque de la PlayStation 1, Namco avait tout compris sur comment faire un jeu de combat et après ils ont tout oublié. C'est hallucinant. mais en fait, tu pouvais jouer en solo à l'infini, tu vrai. débloquais des armes avec des capacités spéciales, tu avais des armes débiles que tu pouvais équiper sur n'importe quel perso, des épées longues, des épées invisibles, avec tout un tas de stats complètement fumés juste pour t'amuser en solo à dérailler des mobs qui avaient toutes des propriétés un peu compliquées. En fait, chose que refait qu'un seul jeu aujourd'hui, Smash Bros. Voilà. Ouais. Et c'est tout. Voilà. Y a plus Dans le personne mode, solo. Sinon Mortal après. Combat quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je fais Ouais, il y a la un peu reine et un peu ouais, la Mortal Kombat, clatour. c'est vrai. Si MK le fait encore. Mais t'as pas trop de personnages en Franchement- mode tout petit sur le terrain, tu vois, dans Non, dans ça, mais voilà. c'est Ouais, je pensais que pas- tu parlais juste du mode un joueur. Ou Ouais. alors, Ouais. Ou alors, tu sais, de Ouais. persos avec les stats modifiées. Tu sais, Soul Blade le faisait. T'avais des Ouais, persos c'est trop en bien. mode Ah, il la le vitesse faisait était maxée. déjà. Tu vois, le perso il était intouchable et tu devais essayer de le toucher. Tu vois, ouais. C'était trop drôle. En vrai, c'était trop drôle. Je suis En d'accord. vrai, ouais, comme quoi, 25 ans. Et ouais, c'est pas tout jeune, grosse hein. rejouabilité, 25 ans. Incroyable, Soul Blade. Formidable. Merci beaucoup, Lox, Plaisir. pour cette revue en bref. On va passer deuxième phase de dossier chronique. C'est la chronique de Foster sur l'arcade. C'est parti. Tadam. L'arcade a-t-elle encore un avenir entre salles d'arcade qui ferment à tour de bras et succès des événements liés à l'arcade en France ou partout dans le monde? On a l'impression qu'à la fois les gens ont faim, mais que le grand public n'en veut plus. Foster, explique-nous. Écoutez, l'heure est grave pour l'arcade en effet. Alors, vous inquiétez pas, évidemment, on va prendre le temps de rentrer dans le débat. Mais tout d'abord, petit bilan de ce qui s'est passé à la HFS Summer événement qui a eu lieu du coup ce week-end à Vierzon, qui était justement un festival tourné autour des bornes d'arcade. Raison pour laquelle Ken ne peut pas déplier ses genoux et la raison pour laquelle il a perdu sa voix. On avait plus de 80 bornes d'arcade, des tournois qui étaient variés, que ce soit évidemment les classiques jeux de baston, les coffres, les Ultimate Street Fighter 4, il y avait du Magical Drop, du Virtua Tennis, enfin bon, de quoi être varié. On a ici juste une petite vidéo qui a été tournée par notre bon monsieur Karaté qui était sur place, qui nous fait faire un tour du propriétaire, et on voit ici du coup les différentes C'était chouette. bornes d'arcade. Il y avait également des concerts, des conférences notamment qui ont été passées. Et selon les chiffres que j'ai eus, à peu près 1400 participants ouais étaient
présent. Ouais. Même. La moyenne d'âge était entre 35 et 45 C'est ans. beau, garçon. Représente. Oh là là, ils font. Ah, il y avait quand même Alors. il y avait du darwinisme hein, du coup. Hein. Il y avait du Après, darwinisme. c'est en campagne aussi. Non mais ça change Il faut des, rien. il faut des voitures. Hein. Oui, Genre, faut se le permis, déplacer. on l'a à 18 ans. Mais enfin. Regarde Jago qui joue à 2X. On Incroyable. rappelle que le HFS, c'est quand même une série d'événements qui existe depuis déjà pas mal de temps, mais Oui. qui avait dû s'arrêter pendant 3 années consécutives suite au Covid, évidemment. Donc c'est un peu le retour en fait du HFS Summer, un grand bonheur, le retour même d'ailleurs de certaines personnes au cast, au micro. D'ailleurs, envoyé spécial, évidemment, enquête exclusive. Ken Bogard, comment c'était sur place, toi qui étais à Vierzon? Mais écoute, c'était formidable. Hein. Moi qui suis un grand fan d'arcade, vous savez, depuis toujours, hein, je traînais sur les forums de jeux d'arcade depuis le début de l'Internet. Hein. Vraiment, c'est comme ça. Ça a été mon pied d'entrée dans l'univers du jeu vidéo. Hein. Cette passion que j'avais pour des jeux qui, en fin des années 90, début des années 2000, étaient les jeux les plus avancés technologiquement, les plus novateurs. Et c'est un peu comme si tu avais le cinéma avant d'avoir le film à la maison dans ton jeu. Et souvent, les versions console étaient toujours moins bonnes que les versions arcade. Donc, je me suis beaucoup intéressé évidemment à ce domaine-là. Et je dois bien avouer que c'est un des meilleurs HFS, je pense, que j'ai pu faire parce que le monde était vraiment présent. Et à chaque fois, il y avait beaucoup d'intérêt de la part du public, tous bienveillants, une communauté qui, comme moi, est fan d'arcade depuis plus de 20 ans, donc qui est dans la transmission globalement du savoir, de la connaissance, avec la technologie moderne qui était aussi présente. Fabrication de serveurs dédiés pour stocker les jeux, car certains jeux aujourd'hui Ah oui. d'arcade ne fonctionnent que grâce au online, que l'on n'a pas accès chez nous. Ouais, Donc que le Japon. Exactement, donc on a des serveurs justement pour stocker ces jeux et pouvoir les distribuer partout dans les bornes, mais aussi, et vous en avez probablement déjà entendu parler, fabrication de modules FPGA, donc vous savez ces fameuses puces programmables qui permettent non pas d'émuler mais de reproduire des hardware d'origine pour des bornes d'arcade permettant non pas d'avoir des jeux émulés dans ta borne, mais des jeux en support quasi originaux dans ta borne d'arcade. C'est ce qu'on peut voir ici là justement avec ce Mister FPGA, là probablement là. un des accessoires qui a fait le plus sensation Évidemment. là-bas, parce que avec cette machine, tu peux avoir un catalogue de 500 jeux, mais pas 500 jeux émulés qui marchent un peu mal de façon schnaps. 500 des jeux comme trucs, si les 500 jeux, ils étaient bootés par la machine originale, grâce évidemment au preset FPGA reprogrammés. Vous savez, aujourd'hui, les consoles FPGA, comme l'Analog Pocket ou les autres consoles comme ça, font sensation justement dans le monde du rétro gaming. Ce que j'aime bien, c'est Aiken, quand tu lui lances sur un sujet passionné, tu lui demandes comment était l'événement, il te raconte toute l'histoire de l'arcade. Donc je te remercie. Ouais, Introduction faite, parfait. T'en prie. Après, on va dire qu'on mâche mon travail, je sais plus quoi faire, c'est dramatique. Dans tous les cas, l'arcade, pourquoi ça existait surtout initialement? Parce que c'est le point du coup d'intérêt, ouais. parce que c'est vrai que là, tu as fait un état des lieux du coup de aujourd'hui. Aujourd'hui, on en voit évidemment de moins en moins. On va y revenir sur les raisons. C'est que non seulement l'arcade, ça permettait de jouer pas cher à un divertissement entre très grands guillemets de luxe, mine de rien. À l'époque, il fallait que tu aies ta console, évidemment support télé, etc., que tu achètes les jeux à côté, potentiellement les manettes. Bref, c'est un investissement, investissement qui venait débarquer, c'est cher. Là, tu arrives dans ta bande d'arcade, tu mets ta petite pièce de 50 centimes, 100 yens si vous faites les vrais à la japonaise. Et au final, du coup, tu as accès à ce divertissement de luxe pour quelques parties, parfois plus longtemps, si tu parvenais à tenir, parce que mine de rien, c'était aussi la première fois, le premier lien avec un média où tu payes, certes, mais c'est pas juste une durée qui est fixe, c'est une durée où plus tu es bon, plus tu es fort, plus tu t'accroches, plus tu vas jouer. Ce qui est, soit dit en passant, le pire business model de l'histoire, encore pire que je pense que les packs FUT ou quoi que ce soit, hein, puisque les jeux étaient du coup game designés pour te faire perdre ton argent le plus rapidement possible, Ouais. et à terme, en fait, une partie ne te donnait pas du tout accès à la totalité du jeu. C'est toujours le cas. C'est quasiment impossible. En arcade, Oh. oui, mais aujourd'hui, ce qui reprend les business models comme ça, c'est les jeux téléphone. C'est vrai. Mais au final, tu avais quand même un goût d'y reviens-y. Parce que Oui. justement, Ah bah. tu voulais péter ton high score sur tes bornes puis d'arcade surtout, de il y jeux de avait- baston. Tu mettais ta pièce, le mec en face mettait sa pièce, celui qui gagnait restait. T'as envie de remettre ta pièce, je vais lui montrer là, mes 50 centimes. Donc forcément, t'as un goût d'y reviens-y, donc t'y retournes régulièrement. C'est aussi un lieu, minant les salles d'arcade, pas juste l'arcade, un lieu de sociabilisation.
des utilisateurs. C'est là où on se retrouve autour justement d'une console. On n'a pas la place chez soi, on n'a pas le support chez soi. Et ben on se retrouve autour d'une borne, de pouvoir discuter, peut-être de parler de découverte de ce qu'on a pu trouver sur tel jeu, telle machine, que sais-je. Mais également d'un autre intérêt, l'intérêt éditeur. Parce qu'un éditeur, en fait, développer sur arcade, ça coûtait peut-être moins cher que de développer sur console à l'instant T. Du coup, on va faire tester le jeu en arcade, on le balance, on va voir ce que ça dit, quel est le retour. En plus, ça te rapporte un peu de thunes sur le teco parce que les gens mettent leurs pièces. Tu fais, ça marche bien ça, là il y a un filon, on développe sur console, dit. Et ça développait. Du coup, c'était un excellent plateforme de test. Aujourd'hui, on a plus vraiment besoin d'une plateforme de test pour les éditeurs. On a tout ce qui est les démos, notamment, plateforme de démos. On a aussi tout le marché de l'indépendant qui, au final, fait du test pour nous à bien des égards. Sociabilisation des utilisateurs, c'est moins d'intérêt également aujourd'hui, puisque de toute façon, on est tous hyper connectés chacun les uns aux autres. Donc, en vérité, on peut se passer de se retrouver quelque part. On n'a qu'à rester chez soi pour pouvoir jouer. Et puis, un goût d'y revient-y. À quoi bon me casser la tête sur un jeu qui est beaucoup trop dur et mettre ma pièce de toute façon, j'ai Candy Crush ou des jeux à 50 centimes, voire gratuits, voire j'ai un Game Pass. Donc je passe à autre chose et il n'y a pas d'embrouille. Donc malheureusement, on a cette fonctionnalité-ci qui, en fait, ne répond plus. État des lieux d'aujourd'hui, tout ferme. Les salles d'arcade ferment les unes après les autres. On a justement une asset sur une des salles emblématiques du Japon, la salle de Sega qui ferme ses portes. On a ici justement une grande partie des Japonais sur place qui rendent hommage. Donc c'est entre un rachat et une fermeture définitive. C'est un petit peu flou. Quoi qu'il en soit, on y est justement ici, tout le staff de cette salle d'arcade qui remercie les utilisateurs. Oui. Il a rouvert en face. Il a rouvert pas en face, mais dans un autre quartier, mais c'est une version un peu différente en effet. Même renommé si je ne m'abuse. Ouais. Après là c'est le gros centre historique. Il est remplacé par un Gigo dingue, qui est une version... Mais qui est énorme en fait. Oui, gigantesque, le bâtiment est gigantesque. De toute façon, il est que d'un plein pied, donc tu peux mettre qu'un seul truc dedans. Mais oui, ça, on va dire que ça n'est plus une salle d'arcade traditionnelle. Un Gigo, c'est plus un centre de loisirs quelque part. C'est ça. Comme toutes les salles d'aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est en effet très certainement vers ça qu'on se dirige. On est bien d'accord là-dessus. Juste évidemment, pour conclure sur cet état des lieux, mais évidemment, Covid, moins de sorties, moins d'envie de se retrouver, développement du jeu en ligne, du télétravail, ça donne encore moins envie. De fait, on reste chez soi. Donc aujourd'hui, quel est l'intérêt d'aller dans des salles d'arcade? L'arcade, encore une fois, du coup, qui est peut-être un peu à côté. Et bien, c'est en effet l'évolution, les salles de jeu. Parce que quel est l'autre intérêt de ces bornes d'arcade? En fait, c'est que c'est du matériel parfois unique. On a une asset sur un type de jeu qui est bien spécifique, les jeux de rythme. Alors ça, blindé de chez Mai. En plus, tu as choisi un des meilleurs. Attends, tout de même. Parce qu'aujourd'hui, certes, on a peut-être les Guitar Hero, on a les Stepmania, sauf qu'au final, l'arcade, c'est aussi ça. C'est aussi les Dance Dance Revolution, les grands plateaux. Tu te vois avec ça chez toi pour jouer à un jeu très spécifique, ta machine à laver comme ça, tu la pimes pour pouvoir faire ton truc. C'est un peu compliqué au final. Donc aujourd'hui, les salles d'arcade servent encore aujourd'hui et existent encore pour pouvoir jouer à des jeux de rythme très spécifiques. Est-ce que vous, justement, vous seriez prêt à aller dans ce genre de salle d'arcade pour pouvoir jouer à ce genre de jeu? Vous êtes alors moi, j'ai ma carte, je vais tout le temps chez GameStop, en fait, et je me bute là-bas, en fait. Et tu vois, comme il dit, je suis tellement une vieille Yankee que par exemple, il y a la borne d'arcade Halo, et je te jure que je sais que la cinématique elle va faire qu'on crève là, mais je m'en fous, je vais les mettre mes 20 balles pour refaire le truc encore et encore. C'est terrible et c'est trop fort. Aujourd'hui, ils sont tellement originaux, Sega notamment, sur tout ce qui est jeux musicaux, que c'est impossible de reproduire ces jeux-là chez toi de façon convenable. Et ils ont très bien compris que certains, tu pouvais le reproduire justement sur tablette. Donc ils font des trucs encore plus innovants qui sont entre la tablette et le truc physique. Comme tu vois ici Mai, où tu as l'impression d'avoir fait CTRL-C, CTRL-V là, sur les deux joueurs qui sont là. Et ce jeu, c'est un truc de malade, ou que ce soit Ose ou des jeux où tu transformes en véritable DJ. Alors moi, le truc qui m'a étonné, et en plus le pire, c'est que ça fonctionne. Je vois plein de gens aller y jouer, limite faire la queue pour pouvoir y jouer. Ils ont une tablette géante. Le délire, c'est vraiment limite un Flappy Bird. Tu sais, c'est vraiment le jeu basique où le mec il fait un jump et toi, faut que tu appuies. Tu as 2 flèches sur les côtés et tu dois juste appuyer pour le décaler à gauche. Je
te jure que ça cartonne. Alors que demain, tu prends ton téléphone gratuitement, tu ne payes rien du tout, d'accord? Tu peux jouer de la même manière et ça me bute. Ça La fonctionne. sensation de jouer sur une machine Ça unique. fonctionne. La sensation de jouer sur une machine unique, c'est vrai qu'on a montré là du coup quelque chose que tu peux pas reproduire, mais c'est vrai que dans le cas où tu peux reproduire des choses, la sensation des boutons, on pense à Pop-Up Music aussi à la rigueur, tu vois, où en effet la sensation du bouton, des gros appuis, c'est quelque chose de très intéressant. On va penser à autre chose, c'est justement, tu le citais tout à l'heure, les espèces de gros... tout le matos volant, pédale, etc. Exactement, ouais. Pour jouer à des jeux de course, par exemple. Les jeux de course. Tu peux y jouer avec ta manette, tu te prends pas la tête, mais au final, c'est pas la même sensation. Et pareil, tu vas dans des lieux qui sont spécifiques à ça, tu vas avoir ta grosse borne avec ta bagnole et non un chien, c'est pas le même plaisir. Et ça, chez toi, c'est des milliers d'euros pour uniquement quelques jeux de course et peut-être le truc qui va être outdaté relativement vite. Jamais tu le rentabilises en vrai. Jamais tu le rentabilises. Donc oui, les salles de jeu ont un avenir à bien des égards. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que, tu l'as dit justement, on va toujours au-delà au niveau de la technologie, on essaie toujours d'être plus inventif. Et si l'arcade était précurseur du jeu vidéo, aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui est ludique, interactive, qui se développe et qui n'est pas encore présente chez tous les foyers, c'est la VR, la réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est des centres de réalité virtuelle qui ouvrent et qui existent de plus en plus. Et on le voit ici parce que, ok, tu vas acheter ton petit casque Oculus Go, n'importe, sur lequel tu vas pas pouvoir te déplacer, sauf que d'un coup d'un seul, mais t'as ça. T'as un tapis en plus Ah, bien maintenant pour sûr, pouvoir te bien déplacer, sûr. ou ce genre de choses. Alors, tu sais que le but de ce tapis, c'est d'être mis à la maison. Ouais, mais, non, mais aujourd'hui, les gens sont capables d'acheter du matériel à des prix hallucinants. On l'était aussi capable dans les années 90 d'investir dans une machine à 10 000 francs, tu vois. Mais ça reste marginal, tu vois. Ça reste marginal et c'est encore justement les premiers acheteurs. Tu vas tester directement. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en vrai, les salles de réalité virtuelle, il faut faire attention à bien la sélectionner parce que je suis allé il n'y a pas si longtemps dans une salle qui fait ça, d'une expérience en réalité virtuelle. Et c'était décevant au possible, quoi. On te promet d'aller aux quatre coins du monde, etc., dans une sorte de jetpack, etc. Bon, tu t'accroches à un espèce de jetpack, etc. Ils te font vaguement une sensation de voler, etc. Mais tu vas aux quatre coins du monde, mais t'as pas de trucs supplémentaires. Tu peux pas te balader. T'es juste. T'as pas de jeu vraiment. T'as pas de jeu en fait. C'est ça, c'est un film et tu regardes. Ouais, ok. Mais ça, c'est éclaté, ça. C'est éclaté au sol. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Les salles d'expérience en réalité virtuelle, t'as facilement des trucs genre ultra grand public. Tout ce qui est film interactif, c'est pas de la VR, tu vois. Genre, mais eux, c'était brandé c'est juste un film interactif. Hein, genre, je t'assois sur ta chaise et je te mets des montagnes russes. Ouais, quoi. c'est un Tu peu vas être ça. comme ça. En arcade, il y a toujours le principe de jeu quand même qui est au centre de tout ça. Hein. Bien sûr. Le principe de jeu, en effet, d'où encore une fois le principe de salle de jeu. On n'est plus vraiment dans du salle d'arcade, on est dans salle de jeu et qui pourrait complètement du coup mixer les deux en fait, justement d'un point de vue de la VR. De jeu aujourd'hui. Comment? Avec du bowling aussi souvent. Avec du bowling, des fois du billard, en effet, tout à fait. D'ailleurs, en toute dernière asset, tu peux la montrer, il y a carrément, je suis tombé sur un site qui était Annuaire Arcade, qui vous permet justement de retrouver près de chez vous des salles d'arcade, salles de jeu, salles de bowling, qu'en sais-je. Et j'ai rechecké vite fait. 7 à jour. Il y a une news, une actu qui date de fin avril. Donc cette actu, normalement, évidemment, j'ai pas fait toutes les salles, vous connaissez, mais bon, ça peut être un bon moyen d'aller voir, vous renseigner s'il n'y a pas ce genre d'expérience à côté. On a parlé de la réalité virtuelle, la réalité augmentée qui est vraiment à ses tout premiers pas, mais justement... du coup, ça va avec ma news en fait. Exactement, avec Battlecard tout à l'heure, qui est justement ce genre de choses. Aujourd'hui, les salles de jeu vont se tourner vers des expériences interactives unique. On va essayer d'évoluer et d'avancer dans ce sens-là. L'arcade est-elle morte? Dans un certain sens, c'est du rétro. Moyenne d'âge 35-45 ans. Je suis profondément désolé, Ken, mais en effet, tout le monde ne va pas forcément partager le plaisir de l'arcade à tout le monde. Donc en effet, ça va se perdre, mais pas le principe de la salle de jeu, pas le principe de se retrouver autour de nouveaux médias, autour de nouvelles expériences, dans des lieux qui sont dédiés, sur lesquels on va pouvoir s'amuser et découvrir des expériences ludiques. Et sur un dernier point, on peut faire des bornes d'arcade chez soi au passage. Oui, oui. Complètement. Facile. Là, tu me corriges, entre 600 et 4000 balles. Ouais, ça dépend des modèles que tu veux. Ça dépend si tu es bricoleur ou non. Mais d'accord. Une borne d'arcade générique, ça n'est ni plus ni moins qu'un meuble avec une télé dedans. C'est juste ça. C'est que ça. Une borne d'arcade, ça n'a rien de plus compliqué. C'est un meuble avec une télé dedans. Et si tu as une télé et que tu sais crafter un meuble, tu peux crafter une borne d'arcade. Hein. Tu Raspberry. C'est Minecraft. Exactement. Tu bidouilles une Raspberry, tu mets un écran, tu la mets dans une petite, une moyenne, toute la borne que tu veux. Quoi. Tu vas sur ta table de craft, tu poses un Raspberry Pi, tu poses du bois et c'est bon. Tu achètes des planches en médium, tu découpes. Des patrons, tu en as des milliers sur le net et tu le fais toi-même. Hein. Du coup, ça peut être beaucoup moins cher. Ouais.
Clairement, c'était un peu bricolo. Je suis pas bricolo, moi ça sera plus cher. Donc, En tous les 600 cas, euros. Un peu de place chez soi, oui, En j'avoue. tous les cas, vous avez compris du coup le futur de l'arcade. Et si jamais vous avez été curieux, vous vous êtes dit putain, ça a quand même l'air fantastique, ça c'est borne, c'est machin, c'est vieux jeu, c'est rétro. Ah, ça me rappelle machin, je ferais bien tester ça à ma famille, etc. Dans 2 semaines, il y a le Stunfest en pleine Bretagne, l'occasion pour vous justement de vivre ce genre d'événement parce que si l'arcade est en déclin, les événements qui la représentent et qui le font vivre, les événements culturels ne sont pas morts, bien au contraire en France. Dans 2 semaines, il y a le Stunfest, on se retrouve là-bas. Merci beaucoup Foster. Et c'est ça qui est merveilleux avec le monde du rétro, quel qu'il soit, c'est qu'évidemment, plus les gens vieillissent, plus ils ont encore la passion qui les anime, et bien plus ils vont à ce genre d'événement. Et en gros, plus on s'éloigne de la hype de l'arcade d'époque, et plus en fait il y a de personnes qui vont à des événements arcade. Enfin, moi, c'est ce que Après- j'observe. Il y a de plus en plus de monde au HFS. Pour moi, ouais, c'est logique parce que, je veux dire, les potes de mes darons, ils avaient déjà des trucs d'arcade, tu vois. Donc moi, je suis dedans. Forcément, il y a une génération, il y a même plusieurs générations entre, et ça me paraît évident que oui, tout le monde vieillit, donc tout se recule, et forcément, on est de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir, en fait. Ça fait très très Ça plaisir. fait grave plaisir. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde là. Même à Vierzon. Franchement, je suis désolée, je vais pas cracher sur Vierzon. Au contraire, j'aime cette ville. Ah non, mais Vierzon, il y a Mais rien. je veux dire, c'est vraiment, c'est un patelin. Moi, Mais- le nombre que vous me sortez aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais les gars, Vierzon, trop fort. À Vierzon, désolé si vous habitez Vierzon, il y a R. Mais R, oui, c'est R, la R. campagne. Vraiment, il y a rien Les gens de dessous. Vierzon sortent à Et Tours. pourquoi est-ce que le HFS est à Vierzon? Justement parce qu'il y a R et que ça coûte C'est pas pas cher. ouais, Ça coûte bien pas sûr. cher parce qu'il faut de la place pour faire un événement d'arcade. Merci beaucoup Foster, on se retrouve jeudi bien entendu pour aller des jeux asymétriques et on va accueillir le boss des boss, le patron des patrons, le sommité des sommités. Redressez-vous. Menro, bien entendu, pour le programme de Redressez-vous. la semaine. Bonjour. Attends, on se met debout pour le patron. Excusez-moi, j'avais pas Le patron, compris. tout le monde se lève, s'il vous plaît, tout le monde se lève pour Danette. Allez. Calmez-vous. Bonjour le patron, voilà. Calmez-vous, je ne viens que vous annoncer les nouveautés de cette semaine, des Mais choses C'est une qui grande changent. semaine quand même. C'est une semaine sympa, il y a beaucoup de choses, notamment pas mal qui se réunissent autour de mercredi, notamment. Mais on va y revenir, puisque déjà ce soir, évidemment, la grille ne s'arrête pas à 20h30, elle s'arrête à 22h30, puisqu'il y a une émission spéciale avec Max, Ken, Lox, tu seras de la fête, et il y aura Sunday aussi qui sera là. Ce sont les zinzins spéciales Xbox All Access avec Micromania Zing. Voilà, donc en gros, vous allez jouer à des jeux qui sont disponibles sur le Game Pass et ça devrait être une soirée plutôt sympa. Demain, pas de l'émission Allociné, mais à la place, on a l'émission Le Mobile de mercredi qui est avancée parce qu'il fallait libérer de la place, un couloir total pour le mercredi, puisque toute la chaîne. Mais non. Toute la chaîne. Mais non. Toute la chaîne. Toute la chaîne. Toute la chaîne. Toute la journée. Un événement exceptionnel où on sera en direct donc de Disneyland Paris. De midi 45 jusqu'à 23h30 sur un plateau spécial directement dans le parc devant le château. Voilà, 12 heures de live avec des reportages, des plateaux enchaînés, énormément d'invités et de visages connus de la chaîne, mais aussi des intervenants dépêchés par Disneyland Paris pour parler de plein de sujets. Voilà, c'est un vrai plaisir d'avoir eu cet échange qui n'est pas une OP, qui est vraiment un échange, une collab avec Disneyland Paris, voilà, grâce à l'entremise de Jiraya. Il y aura des exclus. Il y aura des exclus. Direct. Voilà, je vous encourage à venir nous suivre parce qu'il va y avoir des choses qui vont être annoncées là qui n'ont jamais été encore trop révélées. Voilà, donc ça c'est toujours un plaisir. Jeudi, pas de en plateau, mais Yu-Gi-Oh à la place. Avec Zulu et Xari, donc à 14h30. Et j'aurai le plaisir de clore la journée avec la musique en accueillant Lox. Entre autres. Mais Lox non. et Maxime Pépé Biaggi. Garcia. Et Incroyable. Maxime Biaggi, voilà, donc Ça va sur, être incroyable. sur la musique. Franchement, vous n'êtes pas prêts pour mon karaoké avec lui là. Ça devrait être assez sympa. Ça va être Et incroyable. vendredi, rien d'exceptionnel. En tout cas, rien de nouveau par rapport à ce que vous connaissez déjà. Mais c'est qu'il a fait quand même une jolie semaine sur le stream.
impeccable. Et bien écoute, quel magnifique programme. Voilà, vous le savez compris. Mercredi à ne pas rater, c'est bien toutes les émissions qui seront en direct là-bas. Alors évidemment, programmation spéciale, vous ne retrouverez pas le lunch play suivi des émissions qui suivent et le récap, mais on a adapté notre programmation. Il y aura bien un plateau là-bas, au pied du château de Disneyland Paris, avec la totalité des intervenants du stream, des invités, etc. Vous nous ramenez des photos? Et on vous ramènera des photos, bien entendu. On ira se balader et on streamera des parties du parc, souvent inédites, avec des insights, des attractions et de ceux qui les font. On parle aussi d'aller voir en régie, fabrication des costumes. Un peu les coulisses. Les coulisses de Disneyland Paris. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça fait plusieurs mois que nous préparons justement cette émission. Le temps sera magnifique, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. On espère évidemment qu'on ne nous pompera pas trop la connexion là-bas. Non, il y a du monde, quels que soient les jours à Disney. Voilà, ce sera l'occasion en tout cas de passer un bon moment. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi le lunch. Merci Lox. Merci Ken. J'espère que ton stat... Mon réfléchard a été Dragon excellent. Fruit. Bien entendu. Thierry, on se retrouve lundi prochain, évidemment, dans le lunch à jeudi pour Foster, pour la chronique sur les jeux asymétriques. Merci mon bon Polo et tous ceux qui sont en régie pour réaliser cette émission comme tous les jours. On se retrouve demain à la même heure et tout de suite, c'est les Amis Bro. On va revenir sur l'actualité Nintendo avec notamment un gros dossier sur tous ces jeux qui devraient être sur Switch mais qui ne le sont pas encore et une review du gameplay de Mario Striker. C'est tout de suite dans quelques instants sur le plateau d'à côté. À tout de suite.